Je reçois aujourd'hui l'alchimiste du vin Bruno Quenu, fondateur de la cave du Lafayette Gourmet. L'enfant terrible du vin s'est imposé dans sa profession, élu meilleur caviste par le guide Gaumillot 2017, chevalier des arts et des lettres, jury du prix Jean Carmet. Mais le mystique détonne dans un univers dominé par les géants du luxe qu'il n'a jamais hésité à défier. Fier sicambre, il est lanceur d'alerte sur les vins bio et les saccages des terroirs. Et face à la mondialisation du goût, incarnée par l'américain Robert Parker, il mène la résistance sur les terres bourguignonnes en bon disciple des moines et des abbayes. Un entretien sans tabou, libérateur, jubilatoire avec un être incarné aux frontières du mystère et de l'invisible. Vous êtes bien sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, vous êtes sur Géopolitique Profonde, bienvenue dans le monde réel. En début d'émission, je rappelle, abonnez-vous à Géopolitique Profonde, à son magazine en particulier. Évidemment, vous allez retrouver, c'est le magazine anniversaire cette année, parmi les meilleurs contributeurs de ce magazine de Géopolitique Profonde. Vous retrouvez bien sûr Jean-Maxime Corneille, un article particulier en début de magazine, c'est pas toujours le cas, de Franck Pengam, le fondateur, président de Géopolitique Profonde, qui vous fait un rappel sur qu'est-ce que Géopolitique Profonde. Pourquoi Géopolitique Profonde? Qu'est-ce que c'est l'état profond finalement? Vous avez aussi Laurent Ozon, Erlin, tout un tas de personnes que vous connaissez qui contribuent justement dans ce magazine. On ne peut que vous encourager à y souscrire. Bonjour Bruno Quenu, bienvenue sur Géopolitique Profonde et le monde réel, cette nouvelle émission. Vous avez vu comme moi le générique de l'émission. Il y ressort deux formules, deux phrases, gens qui sont connus, archi connus. Il y a Klaus Schwab, vous ne devez pas avoir peur. Et puis Emmanuel Macron, notre président, on sait quand, disant, eh bien, nous sommes en guerre. Moi, je trouve que ça ressemble à une double injonction contradictoire. Cette formulation, et ça reflète, autant que ça structure, je trouve, le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que vous inspire justement ces deux formules mises l'une à côté de l'autre? À mon avis, c'est extrêmement schizophrène. La schizophrénie, on sait que c'est un moyen de pouvoir exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. C'est comme dans les grandes entreprises aujourd'hui ou dans l'administration, on demande aux gens d'être motivés, de prendre des initiatives, et puis on les met dans des process. Donc ils ont la pédale d'accélérateur d'un côté, le frein de l'autre, et ils font un burn-out au bout de 3 ans. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la population en général. Donc c'est pas surprenant qu'ils utilisent ce genre de méthode, en fait. C'est totalement normal. On devrait même l'avoir prévu. Ça me semble d'une évidence incroyable. Et on voit que depuis notamment la crise sanitaire, on voit que ce genre de propos a été utilisé, la peur de la grand-mère qui a peur du petit-fils. Donc on fait peur à l'autre, on fait peur de l'autre, la peur de l'autre. On sépare les gens, alors que justement, la force de l'humanité, sa vraie force, celle qui est au-dessus de tous les pouvoirs, c'est la communion. C'est la communion, c'est vivre l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui a été abîmé. On entend d'ailleurs des gens comme Marie-Estelle Dupont qui parlent beaucoup de ça, justement, de comment on a abîmé les gens. Racontait même qu'un enfant voyait, à force de voir ses parents avec des masques, il ne savait même pas qu'on parlait avec la parole, bouche. La bouche. Donc, voilà, et la peur, c'est un moyen, vous savez, vous connaissez le syndrome de la poule, hein, le renard rentre dans le poulailler,
Et là, qu'est-ce qui se passe? La poule, plutôt que de se sauver, elle se baisse et elle se tapit. Et donc, le renard n'a plus qu'à la ramasser. Et donc, en fait, la peur, c'est le pire moyen, puisque c'est la zone alerte du cerveau qui déclenche l'alerte. On a une zone alerte, mais après, ce n'est pas la zone alerte qui doit prendre la décision. La décision est d'être prise par l'ensemble de la conscience. Et donc, si c'est la zone alerte qui prend le part à la décision, ça va être une décision de peur. Et donc, c'est une décision irraisonnée. Et c'est la pire décision qui va être prise. Et alors, on dit que dans la peur, les réactions des gens sont différentes, sans qu'on le sache trop d'ailleurs. Et ça fait d'ailleurs les héros ou les lâches. Bien sûr. Vous avez ceux qui vont fuir, et vous avez ceux qui vont être tétanisés, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Et puis, il y a ceux, au contraire, qui vont relever le défi. Et c'est ça. Et en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des études psychologiques, philosophiques, sociologiques là-dessus. Et ils montrent que les gens qui réagissent positivement, c'est-à-dire qui vont ne pas tomber dans la peur, même s'ils sont comme les autres, ils vont avoir la zone alerte qui va les alerter et qui va déclencher. Ils peuvent avoir un peu peur, mais... Cette espèce de courant électrique froid qui vous parcourt les chines. Exactement, et ces gens-là sont souvent des gens qui ont subi, soit dans l'enfance ou à un moment de leur vie, des événements qui les ont mis en confrontation à quelque chose de dur, quelque chose de difficile. Et ces gens-là vont avoir des possibilités que des gens qui ont été élevés exclusivement dans le confort ne vont pas avoir. Et ça, c'est intéressant parce que ça, statistiquement, c'est prouvé qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se produire. Et en fait, la masse, en général, malheureusement, a tendance à glisser vers la peur. Et le mot guerre est un moyen, surtout qu'on a entendu tous nos parents, nos grands-parents qui ont vécu la guerre. Et bien évidemment, on a vu des films de guerre. Bon, souvent, alors il y a les films qui montrent plutôt la belle guerre, mais la belle guerre n'existe pas. Et donc, évidemment qu'il y a quand même, dans notre inconscient collectif, on a eu tellement de guerres que on sait que c'est l'horreur. On sait qu'on perd des enfants, on va perdre des jeunes, etc. Et donc, la peur s'installe immédiatement. Et avec la peur, vous faites faire ce que vous voulez aux gens. Vous les faites marcher à quatre pattes comme vous voulez. Donc c'est vraiment une horreur et surtout ça devient la peur de l'autre et c'est ça qui est très inquiétant. Il y a un narratif en surplomb de tout ça, par exemple le narratif d'une grande guerre. Comment ça, je comprends pas Est-ce qu'on a un récit finalement préparé à l'avance pour mettre dans un entonnoir pour programmer des gens? Alors, les emmener vers quelque chose. Alors là, on serait sur une théorie du complot, mais il y a un truc qu'on peut dire, c'est les complicités. Oui. Alors, on peut peut-être dire qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas un complot. En tout cas, il y a des complicités. Ça, personne ne peut le nier. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts de pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes dans le pouvoir, vous voulez avoir le pouvoir sur l'autre, et toujours plus. Donc le pouvoir, c'était Giscard d'Estaing, après sa défaite à l'Élysée, qui avait écrit ce livre, La griserie du pouvoir. Le pouvoir est grisant, et tant que les gens n'ont pas fait un chemin intérieur de ce que c'est que le pouvoir intérieur et non le pouvoir extérieur, ils ont envie de prendre le pouvoir sur l'autre. Ça peut être dans un débat, ça peut être dans n'importe quoi. On peut avoir envie de prendre le pouvoir sur l'autre. Au boulot, il y a des gens qui veulent absolument avoir le pouvoir sur l'autre. D'ailleurs, dans les années 70, on disait ah oui, c'est un type vraiment important parce qu'il dirige au moins 120 personnes. Donc c'était quelqu'un de bien, parce qu'il dirigeait 120 personnes. Donc c'est dans l'inconscient que c'est rentré tout ça. Et je pense que c'est des notions égoïques et qui nous font dévier de la quête intérieure. Et les intérêts de pouvoir, de nos pouvoirs aujourd'hui, on l'a vu, on le voit, sont prêts à mentir pour développer encore plus leur pouvoir, prendre le pouvoir sur l'autre. La griserie, ça vous dit que vous connaissez ça, même si les vins ne seraient pas des alcools, être grisés justement par l'alcool. Vous, le vin, la culture du vin, puisque vous faites profession justement de vendre du vin, de connaître le vin, de parler du vin. Le vin, c'est lui, peut-être pas autant que l'olivier, mais c'est quand même un symbole et un facteur de paix et pas de guerre. C'est
Vous parliez de communion tout à l'heure. Bien sûr. Il y a un rapprochement à faire entre le vin et la communion. Oui, ben d'ailleurs, on sait que depuis les Ramsès, avant, on ne le sait pas, mais on sait qu'à partir de la dynastie des Ramsès, on a fait planter de la vigne dans les pays colonisés, parce qu'on savait, on avait remarqué que dès qu'un pays, un peuple colonisé avait acquis la culture du vin et de la vigne, il devenait uni au peuple colonisateur. Et ça m'a marqué parce qu'un jour j'étais en Israël, dans un kibbutz, et je me souviens d'un patron de kibbutz qui m'avait dit, je l'avais un peu provoqué, et il m'avait dit, mais si les musulmans se mettent à boire du vin, il n'y a plus de guerre. Voilà, et donc j'avais trouvé ça absolument génial. Je pense qu'effectivement le vin, la vinification, c'est une unification. Symbole du sang, donc quand on trinque, on communie. Moi, je vois des professionnels du vin ne plus trinquer, ils dégustent. Ils analysent le vin. Le vin, ça ne s'analyse pas, ça se vit. Hein, c'est pas un produit pour être analysé. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour être vécu. Et il est fait pour. C'était Paul Valéry qui disait c'est un lubrifiant social. C'est allé même plus loin, parce que d'autres ont dit c'est la verticalité de la table ou la lumière de la table. Combien de poètes ont dit qu'un repas sans vin est une journée sans lumière, sans soleil. Donc, ça a vraiment un rôle social très important. On peut revenir sur le fait de trinquer, justement. Dans votre livre « La vie mystérieuse du vin », aux éditions du Cherche Midi, vous rappelez cette anecdote du président sud-coréen et nord-coréen qui vont trinquer tous les deux, je crois, un verre de vin blanc. Oui, ça faisait je ne sais plus combien d'années, enfin depuis la séparation d'ailleurs des deux Corées, il n'y avait pas eu de rencontre de chefs d'État coréens, et ils ont trinqué avec un verre de vin blanc. C'est pas leur culture pourtant, mais ça signifie quand même que dans l'inconscient collectif, la position du vin est tellement forte, ce rapport au trinqué, ce rapport à la communion, que le Christ a repris pour la scène, mais qui vient de la nuit des temps. Et ce symbole de mort et de résurrection, parce que on est bien, le vin, le raisin meurt dans la cuve, caveau, tombeau, lieu de mort et de résurrection. Donc il n'y a pas de vin sans mort du raisin. Hein. Donc le vin n'est pas une fermentation du jus de raisin fermenté, c'est beaucoup plus que ça, il y a une dimension alchimique qui va révéler la lumière de la matière. C'est-à-dire qu'on va fusionner les 4 éléments, terre, air, eau et feu, oui, pour atteindre le 5e élément, l'essence, la lumière de la matière. On est dans l'éther. Donc il y a quelque chose, le vin est entre deux mondes. C'est pour ça qu'on l'a autant célébré, Osiris, Dionysos, Bacchus qui est Dionysos, hein, et le Christ, et d'autres poètes et d'autres initiés vont le célébrer parce qu'il est entre deux mondes. L'homme est incarné, il a de la peine à percevoir l'invisible, à percevoir cette lumière de la matière, et en fait, en buvant le vin, il va vivre quelque chose. Mais c'est pas une extase, c'est une enstase. C'est pas une ivresse de l'alcool. L'extase, c'est un état intérieur. Extérieur, c'est l'ivresse. L'ivresse, la mauvaise ivresse, l'ébriété. L'enstase, c'est un état intérieur. C'est la beauté, c'est la joie du simple. C'est une joie intérieure. C'est quelque chose qui nous transcende. Et quand on a vécu ça, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de vins. Il n'y a pas beaucoup de vins qui permettent de le faire. Ce n'est pas qu'une question de prix. Hein. On peut avoir un vin à 15 € qui révèle quelque chose de grand. Mais il y a peu de vignerons qui ont l'humilité de laisser faire cette alchimie. Hein, c'est pas un laisser faire, hein, ils accompagnent. Hein, c'est pas on laisse faire le raisin, il se fait tout seul. Le vin, ça se fait tout seul. Non, c'est pas vrai. Il y a un grand accompagnement. Il y a peu de gestes, mais il y a un accompagnement sérieux. Mais il faut avoir une grande humilité pour laisser ce souffle jaillir de la matière et transformer la matière. Il se passe quelque chose dans une cuve au moment où on met le raisin. On peut le sentir quand on va piger les raisins, fouler les raisins au pied. Voilà, il faut le fouler. Fouler au pied. Eh bien, on va sentir quelque chose qui se passe. Quelqu'un d'un peu sensible peut percevoir qu'il se passe quelque chose. Il va être très fatigué quand il va avoir fini de fouler le raisin, mais par contre, il va avoir quelque chose qui va s'être passé en lui, parce qu'il va vivre cette mutation. Voilà. Et donc, on n'est pas comme une fermentation biologique, on est une fermentation magnétique, on est une fermentation nucléique, on va au cœur des cellules. Il y a quelque chose qui se passe dans la profondeur de la matière et qui va nous interpeller quand on va boire le vin. Vous pouvez parler de cette fermentation, justement, de ces au moins 2 fermentations, même peut-être ?
Et il y en a plusieurs, parce qu'évidemment, il y a la fermentation alcoolique, c'est-à-dire qu'il passe du sucre en alcool, mais pendant ce temps-là, on a réduit ça, seulement ça, alors qu'il se passe tellement de choses. Il y a une microbiologie dans la fermentation qui est énorme. Et il y a des phénomènes, comme je disais, magnétiques, de minéralisation de la matière, qui vont la transformer. Et il y a une forme de christification de la matière, si on va loin. Hein, donc, quand on parle du cristal du vin, mais c'est le cristal de la matière, c'est cette particule invisible qui rayonne et qui est un émetteur-récepteur de l'univers. Donc on a une forme d'universalité dans le vin, c'est-à-dire que le vin, quand il a atteint son 1, il est dans une démarche de univers. L'univers, on est tous univers. Et on va quitter le 1, on va quitter son unité. Le sage, il a atteint une unité, c'est pour ça qu'il est plus en dispersion. Et le vin, c'est un modèle. Est-ce que le vin, c'est le nectar des dieux? Parce qu'on dit que c'est l'ambroisie. Est-ce que qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle Dieu en nous, le vin? Ah ben voilà, c'est pas le nectar des dieux, en fait, c'est le nectar du Dieu en l'homme. Ouais. Hein, quand Francis Cousin dit le vin, c'est la révélation du Christ révolutionnaire en l'homme, et c'est pour ça que les pouvoirs n'aiment pas le vin, ils le détestent pour l'homme, ils préfèrent que le peuple boive du pinard. Hein, on l'a vu après la Révolution française, ce qu'on a filé comme pinard aux gens. Hein, voilà, on en a produit beaucoup, et avant on en produisait beaucoup moins, et surtout des vins plus subtils. Et puis à partir de la Révolution française, on va produire du pinard pour mettre les gens dans les usines. On va être plus intelligent qu'en Angleterre, où ils les ont forcés. On les a déportés, les paysans, dans les usines. En France, on leur a dit ça va être superbe, vous serez vachement bien dans les usines, mais on leur a donné le litron pour être sûr que même les gamins de 12 ans, ils commencent à être un peu pas très bien. Et en fait, ça, c'est la mauvaise ivresse. Et c'est celle qu'on cultive d'ailleurs, même nos gosses dans les universités. Il y a des grands alcooliers qui livrent gratuitement les universités pour que les gamins commencent à boire des mauvais alcools. Et d'ailleurs, dans les campagnes anti-alcool, vous regarderez, vous verrez jamais un verre de vodka ou un verre de whisky. Vous verrez toujours un verre de vin. Parce que les grands alcooliers savent très bien que quand les jeunes commencent à boire du vin, ils ralentissent leur consommation de mauvais alcool. Parce que d'un seul coup, le vin amène à la curiosité. On est dans la curiosité. La bière, c'est très bon, mais la bière n'éveille pas la curiosité. La bière, on est assis. Non, c'est un alcool. Dans les vins et les alcools, voilà. La bière, c'est un alcool. Voilà, le vin, ça éveille à la curiosité. On a envie de boire le vin de tel paysan à côté de chez soi, ou tel. Puis on a envie de le goûter, on a envie de découvrir. Et c'est pour ça qu'il y a cette curiosité incroyable. J'étais avec des Brésiliens l'autre jour en Bourgogne, ils connaissaient les parcelles de chaque village. C'était complètement fou. Même, il y a peu de sommeliers qui connaissent toutes les parcelles de Puligny-Montrachet, etc., les noms des parcelles. C'est complètement fou. Donc comment est-ce qu'un Brésilien, il y en avait 3 avec nous, connaissait tout ça? C'est fou. Bruno Quenu, une des choses qui vous a fait connaître, vous avez été lanceur d'alerte sur le bio, mais bien au-delà du bio, ce que vous avez constaté, c'est le fait qu'on saccageait nos terroirs. Et que parler de... Alors évidemment, ça ne nous a pas fait que des amis, en particulier dans le Bordelais, à l'époque, quand vous étiez le responsable de la cave du Lafayette, Lafayette Gourmet, boulevard Haussmann à Paris, qui était un haut lieu de résistance, c'est ce que je disais en introduction, au vin anglo-saxon, au vin américain, au vin de Robert Parker. Est-ce que justement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur à la fois sur le terroir, le lien qu'il peut y avoir entre l'homme, le terroir et la vigne, et son vin? Mais c'est compliqué parce qu'en fait, on va se retrouver on peut prendre 2 cas totalement opposés. Si on prend un cas de la Bourgogne traditionnelle, où le moine, et aujourd'hui c'est un vigneron, il y a certains vignerons qui font penser à des moines. Ils sont tellement assujettis à leur terre, ils se sentent tellement propriétés de leur terre et pas propriétaires. Donc c'est pas un oligarque qui achète des vignes comme ça, des parcelles. Non, ce sont des gens qui Bernard Arnault, par exemple. Et en fait, ces gens-là vont traduire quelque chose par l'humilité. L'humilité, elle inspire. Quand on n'est pas dans l'humilité, on n'est pas inspiré. Être inspiré, c'est pas une démarche intellectuelle. Humilité, humus, dites-vous. Humilité, humus, terre. Tout ça, c'est la même origine. Donc, la fécondité,
La fécondation dans l'humus de la terre se fait par l'humus. L'humus, c'est un moins magnétique. C'est quelque chose qui est dégradé, c'est de la matière organique qui se dégrade pour vivre un moins. C'est un moins. Et donc, ciel-terre vont s'aimanter. Voilà. Si on est dans l'humilité, il faut descendre, on reçoit idéos, l'idée et la forme. Donc, j'ai beaucoup aimé une interview de Francis Cousin où on lui disait, le type lui dit vous parlez de Guy Debord, ce grand intellectuel. Il dit non, Guy Debord n'est pas un intellectuel, c'est un être inspiré. C'est intéressant parce qu'il y a peu de gens qui font la différence. On peut être un grand intellectuel, à avoir appris plein de choses à l'ENA, à Sciences Po, comme on en connaît beaucoup d'ailleurs sur les plateaux, mais ne pas être inspiré. C'est autre chose d'être inspiré. Être inspiré, ça passe par l'humilité, de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand. Alors, il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça l'univers, la source de la matière, la source de la vie, ou peu importe, mais peu importe de quelle tradition, peu importe, et même s'il n'y a pas de tradition, c'est cette humilité qui fait qu'il y a inspiration. Et donc ces grands vignerons-là, par leur inspiration, vont être sensibles aux besoins de leur vigne, aux besoins de la terre et aux besoins de leur vin. Ils vont être dans l'écoute. Quelqu'un est à l'opposé, un type qui va être un ingénieur agro, qui a tout appris à l'école, il va arriver, on lui donne un champ, on lui dit voilà, il y a des vignes juste à côté du voisin qui est le vrai vigneron, mais au bout, on va avoir un écart mais de folie. Il y en a un, le vin, au bout, ça va être une matière qui peut être gourmande, qui peut être sympa, qui peut être séductrice, qui peut correspondre aux critères de dégustation d'une époque, mais en aucun cas, il y aura la révélation juste de la terre et du ciel à cet endroit-là, et de l'homme qui va avec, parce qu'il est totalement relié. Il n'y a pas de terroir sans grand vigneron. Et donc, il y a quelque chose qui se produit, mais quand on comprend, par exemple, que quand je dis ça des fois à des vignerons, ils sont surpris. Je leur dis, mais vous goûtez un raisin, par exemple, de Romanée-Conti, de Pinot Noir de la Romanée-Conti. Même Pinot Noir, même variété, vous prenez un raisin de Côte-Chalonnaise. Mais personne n'est capable de vous dire lequel est lequel, parce que c'est du Pinot Noir, il a pratiquement le même goût. Par contre, quand ça va passer par l'unification, le champ de force qui va se produire, qui vient des forces de la terre, ce sont des portes terre-ciel, eh bien, va y avoir une révélation qui va être unique. Et là, c'est même plus entre la Côte-Chalonnaise et la Romanée-Conti, ça va être entre la Romanée-Conti, la Tâche, le Richebourg, des toutes petites parcelles, c'est des timbres-postes, et il va y avoir une identité qu'on va retrouver chaque année, malgré les écarts de millésime. Si on prend un 2021 et 2022, l'écart de millésime 2022 très chaleureux, 2021 très froid, pluvieux, on a un vin beaucoup plus cristallin en 2021, un vin beaucoup plus riche en 2022. Par contre, les marqueurs de comportement en bouche, d'alignement, les marqueurs on va les retrouver. On va retrouver le Richebourg, le Latache, etc., le Chambertin, voilà. Ça, c'est des vignerons qui ont compris qu'il fallait laisser agir ce souffle. Mais encore faut-il qu'il... Il y a un souffle dans le vin. Il y a un souffle. Il y a un souffle qui naît au moment où le raisin est... Il est vivant, le vin. Il est vivant. Contrairement à ce qu'on dit dans les vins nature, le vin vivant, c'est comme la bière, il y a des bactéries, etc. Non, dans le vin, le vin, quand il est en bouteille, normalement, s'il pue, c'est comme une viande qui pue. On la mange pas. Donc aujourd'hui, on boit des vins qui puent. Donc voilà. Mais ça, c'est pareil. C'est encore pareil, c'est du lavage de cerveau. On vous dit, s'il pue, c'est que c'est un vrai vin authentique. Donc vous le croyez. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est le manque de curiosité et le manque d'indépendance d'esprit. Vous avez employé le mot séducteur pour le vin. Est-ce que, il y a une double question, est-ce que finalement le vin d'une époque, vous parliez des vins des moines, on va y revenir, le vin d'aujourd'hui, le vin de Parker, est-ce qu'il est finalement le fidèle reflet de l'époque dans laquelle nous vivons? Et quand on parle de vin séducteur, on a l'impression que vous touchez juste. On est bien dans un monde aujourd'hui de communicants, un monde de séduction à outrance. En fait, le vin est collé à l'architecture. Avant, il y avait une architecture locale.
local. C'est-à-dire que vous alliez en Bourgogne, vous saviez où vous alliez. Vous alliez en Dordogne, vous saviez que vous étiez en Dordogne. Partout, en Normandie, en Bretagne, etc. Il y avait du vin en Normandie. Il y avait du vin en Normandie et en Bretagne. Il y avait du vin jusqu'en Suède. Qu'est-ce qui devait faire chaud à cette époque, bon sang. Exactement, voilà. Terrible en Suède, les moines ont planté des vignes en Suède. Ah oui. Voilà. Et en fait, eh bien, le vin, il y avait une véritable différence. Donc l'architecture, vous savez, et là vous avez passé les années 30 et surtout post-45, d'un seul coup, vous avez une architecture qui est équivalente. Les villes, vous ne savez plus où vous êtes, vous rentrez dans telle ville, telle ville, telle ville. S'il n'y a pas des bâtiments anciens, c'est terminé. Vous rentrez dans les banlieues de villes, alors là, c'est fini. Là, vous ne savez pas, les zones d'entrée, là, les pavillons ont tous la même gueule, les immeubles ont tous la même gueule, et c'est le nom de l'architecte qui compte. C'est-à-dire que l'architecte, il va construire à Marseille, comme il construit à Paris, comme il construit en Bretagne. Et puis vous avez un hypermarché, souvent, et vous avez tout ça dont on sur lequel voilà. Donc, si vous voulez, on gomme le lieu, on gomme l'espace pour passer à l'époque. Donc on est bien dans le phénomène de mode de déracinement du lieu. Donc ça c'est intéressant, vous voyez, sur le plan de la symbolique, comment on ment. Parce qu'on ment quand une architecture n'est pas ancrée, n'est pas incarnée, n'est pas la révélation d'un lieu, on ment. C'est comme quand on ment sur ce qu'on mange. C'est normal que les gens, je le dis clairement, bouffent des informations telles qu'ils la bouffent, puisqu'on leur ment sur leur nourriture, le saveur, savoir, c'est la même origine. Donc c'est la conscience. Le goût, c'est le sens de la conscience. C'est le sens qui nous met dans le juste, par les odeurs, par le goût. Quand vous avez détruit le goût, vous pouvez détruire la lucidité. Il n'y a plus de lucidité. Voilà. Donc le mensonge va pouvoir se retrouver partout. Dans votre vue, dans l'information, dans tout. Donc ce qu'il faut, c'est réapprendre à manger le plus local possible, retrouver l'artisan, le maraîcher local, etc. Si on ne peut pas aller chez son boucher et vérifier qu'il travaille bien avec des vrais éleveurs, que la viande ne vient pas de grandes usines de Rungis, etc., ou du monde entier, nourri n'importe comment, et le plus dans une vie le plus heureuse possible, parce qu'il y a des éleveurs qui font attention à ce que la bête soit élevée dans les conditions les plus, vraiment dans des meilleures conditions possibles pour qu'elle soit heureuse. Et d'ailleurs, il y a même aujourd'hui des éleveurs qui apprennent à faire de l'ostéopathie, etc., pour soigner leurs bêtes, etc., parce qu'ils voient bien que ça leur fait du bien. Des vétérinaires aussi qui font une spécialisation d'ostéopathie. Exactement. Et donc, dès qu'on a... Alors, je ne dis pas pour certaines personnes, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on a le nombre, depuis d'ailleurs la crise sanitaire, on voit bien que le nombre de smicards a augmenté énormément. On est passé, je ne sais plus, 20% à 39%, un truc comme ça, je ne sais plus les chiffres, mais c'est colossal. Alors, évidemment que ces gens-là, c'est un peu compliqué de leur dire acheter chez... mais il vaut mieux consommer moins, et il vaut mieux consommer des choses communes, comme des pommes de terre, des choses qui ne sont pas très chères, des bonnes pâtes, etc., mais éviter d'acheter de la malbouffe, parce que on ment au corps, on ment à la conscience, et derrière, on peut vous mentir. Voilà. Donc la lucidité ne s'obtient pas n'importe comment. Elle s'obtient... Alors c'est gratuit d'aller se promener en forêt. En forêt, la forêt, elle est juste. La forêt, elle est juste. Pour l'instant. Et donc, elle l'est de moins en moins quand on voit l'office bien sûr, des ce qu'ils forêts. font avec, voilà. Mais il y a encore des forêts qui sont justes. Allez vous promener et vous voyez de la vérité. Voilà. Il faut apprendre à regarder, à voir de la vérité, à consommer de la vérité, à être entouré de vérité, entouré de beauté. Hein. À partir des Lumières, on a créé les écoles d'architecture qu'on dit la beauté, ça n'existe pas. On va la déconstruire. Voilà. Et on comprend pourquoi ces gens-là se sont ligués contre Viollet-le-Duc, qui n'était pas architecte. Mais seulement, il s'inspirait de la beauté ancienne, parce qu'il savait que la beauté ancienne, elle était inspirée de la nature. Hein. Les bâtisseurs, ils s'inspiraient de la nature pour construire une cathédrale. Donc voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout simple. Aujourd'hui, on est parti dans la facilité, on ouvre des boîtes, etc. Mais là, on se ment. Et on ment, et après on avale tout ce qui de l'information gratuite,
Et l'information gratuite, le produit, quand il est gratuit, c'est nous le produit. C'est le vieil adage sociologique. Alors, c'est quoi un vin séducteur? Je veux revenir encore sur le mot de séduction. Est-ce en rapport avec le feu? Parce qu'il y a un feu dans le vin aussi. Il y a de la lumière, mais il y a aussi du feu. Bien sûr, on a fait des vins, on a eu une période glaciaire depuis les années 50 environ, 55. On a eu quelques années solaires, mais grosso modo, on est quand même dans ce qu'on appelle un petit âge glaciaire. Pas exactement le narratif actuel. Voilà, jusque dans les années 80, pratiquement 90, 89, on va dire, 89, 90. On revient sur une période plus normale. Vous le savez parce que vous avez des vignerons qui tiennent des cahiers et qui savent ça. Parce que oui. Nous, on peut pas leur raconter des On a une plus grande caractéristiques. connaissance dans la viticulture, on a une plus grande connaissance que Météo France. Météo France, c'est 120 ans. Nous, on a une connaissance jusqu'au Moyen-Âge. Donc, on sait... Parce qu'on savait quand on récoltait... C'est la viticulture qui donne les périodes de froid et chaud. Donc ça, on a véritablement des connaissances énormes. On a une période en Europe, entre 1860 et 1900, où on va vendanger très tôt, avec des degrés incroyables. Il a fait des périodes très chaudes. Il y a eu quelques millésimes froids et humides, mais quelques millésimes sur 40 ans. Et donc, ça, on a vraiment cette connaissance. Bon. Alors, évidemment que quand on est dans une période glaciaire, alors c'était une petite âge glaciaire, c'était pas la période de 1600 à la Révolution française, là, 1650 à 1800. Et inversement, au XIIe siècle, lorsqu'on construit les cathédrales, il fait chaud. Il fait très très chaud. Il fait très très chaud. Il y a eu plusieurs périodes comme ça, d'accélération et puis de retour. La période 1650-1800 est terrible, parce que des hivers à moins 35 qui vont durer 3-4 mois. Je crois que c'est 1693 où il va geler tous les mois de l'année à Paris. Donc vous imaginez au mois d'août. Et donc les récoltes sont très très faibles, que ce soit dans le vin, on n'en parle pas, mais dans le reste aussi. Là, les végans, ils sont un peu embêtés parce qu'on mange du mouton, surtout cette période-là, parce qu'il n'y a pas de légumes. Voilà, donc les végans ont disparu, c'est pour ça qu'on est en renaissance des végans. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a tout fait pour avoir des degrés, parce qu'on n'avait plus de degrés. Entre les années 60 à 85, 87, degrés d'alcool étaient faibles. Donc on avait des vins qui étaient un peu fluets, comme dans toutes les périodes glaciaires. Alors que là, c'est l'inverse. J'ai l'impression, à regarder un peu derrière les étiquettes dans les supermarchés, plus ça va, plus ça augmente, plus ça monte. C'est ça qui est séducteur, alors, en fait. Alors, voilà. En fait, ce qui s'est passé, parce qu'on est, on est souvent un peu des alcooliques qui s'ignorent un petit peu, et l'alcool grise. Et donc, du coup, ça séduit. Et puis, ça fait des vins plus gras, qu'on a une sucrosité, c'est pas du sucre, mais c'est une sucrosité, donc quelque chose d'assez suave, qui va nous donner une impression de grandeur. Voilà, il va y avoir une espèce de satisfaction. C'est comme le sucre dans l'alimentation, ça va vous donner une satisfaction. Mais en fait, on n'est pas... Les centres de récompense sont... Voilà, et on perd le terroir, en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme on cherchait à faire du degré, on a augmenté la surface foliaire des vignes, on a réduit les rendements. En plus, c'était une période où il y avait beaucoup de chimie. C'est la grande arrivée de la chimie. Donc, surproduction. Donc, on est dans le productivisme, on augmente la production, donc les degrés baissent encore plus. Donc, on a un effet, si vous voulez, ciseau, où on va, d'un côté, avoir moins de soleil, plus de production avec des sols morts. Donc, évidemment, qu'on se retrouve avec des vins complètement fluets, qui sont même pas légers, qui sont liquides, où il n'y a rien. Donc, il va y avoir la course à la matière pour redonner de l'impression de vin, et on va créer de la séduction artificielle. Mais en même temps qu'arrive cette séduction artificielle, on va baisser les rendements, on va arrêter les engrais, ça c'est plutôt les engrais chimiques, c'est plutôt bien. On va revenir tout doucement à une agriculture plus saine, les sols plus vivants, etc. Le problème, c'est qu'en même temps, on se retrouve avec cette petite période où ça remonte en température. Donc on revient à une période plus normale. Et d'un seul coup, évidemment, les degrés montent. Mais les degrés montent parce qu'on a mis en place des techniques qui étaient faites pour les années 70, où on n'avait pas de degrés et on avait des vins qui n'avaient pas de matière. Donc évidemment, l'effet est amplifié. Donc les gens disent c'est le réchauffement climatique. Mais c'est pas que ça. C'est des phénomènes qui sont complexes, où
On s'est mis à tailler la vigne au mois de novembre-décembre, au lieu du mois de mars. Donc évidemment, on vendange au mois d'août. Mais il faut voir qu'on a changé, on n'écoute plus la vigne. C'est le modèle économique, c'est l'industriel en fait, qui va prendre le pas sur les vignerons et qui va tout doucement... Enfin, c'est plus le rythme de la vigne, c'est plus le rythme de la nature. Et donc là, c'est pour ça que la Confédération rurale demande depuis très longtemps, il y a l'exception culturelle pour le cinéma, il n'y a pas d'exception culturelle pour l'agriculture. Devrait y avoir une exception culturelle pour l'agriculture. Je suis désolé, on ne doit pas faire n'importe quoi avec l'agriculture. C'est un produit qui vient de la nature et on doit suivre les recommandations de la nature. C'est la nature qui doit nous guider. Et là, je pense que c'est quelque chose... Évidemment, alors les gens voient les degrés, ils disent c'est le réchauffement climatique. Ouais, mais quand on descend la Syrah, qui vient de la Côte-Rôtie, qui vient du nord de la vallée du Rhône, quand on la descend jusque dans le Languedoc, évidemment que la Syrah, qui est un cépage qui évapore de l'eau et qui est un capteur de soleil, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en dessous de Lyon, en tout cas il y a beaucoup moins que dans le Languedoc, quand on la met dans le Languedoc, évidemment que là, après elle fait un 26 degrés, elle fait des vins tout noirs, épais, etc. Alors au début on a trouvé ça très bon, mais très vite on se lasse parce qu'on se rendait compte que ça fait les mêmes vins partout. Alors justement, c'est la mode Robert Parker. Parker voulait vraiment des vins californiens, des Pomerol extrêmement... On faisait du muscle, on était un peu à l'époque du culturisme. C'est ça, en fait. Et ce qu'a tué, en fait, cette politique, c'est que tout le monde s'est mis à le faire et on a vu qu'on pouvait le faire partout. Notamment dans le Languedoc, c'est encore plus facile qu'à Bordeaux. Donc ça a tué, si vous voulez, la politique de Bordeaux, puisqu'ils étaient les premiers à pouvoir le faire, mais d'un seul coup, comme tout le monde pouvait le faire, ça a banalisé ces vins-là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait plus d'effet terroir. Mais on voit aujourd'hui, avec la crise qui est en cours dans les vins de Bordeaux, avec des humiliations terribles, des Bordeaux vendus maintenant dans les hypermarchés à 1,30 € ou à 1,20 €. C'est une terrible humiliation pour cette région qui a été considérée longtemps comme la plus grande et l'excellence même du vin français, donc du vin mondial. Certaines régions, semble-t-il, s'en sont plus mal tirées que d'autres. Et j'ai l'impression que celles qui s'en sont le plus mal tirées sont celles qui, justement, à un moment donné, ont cédé aux sirènes de cette séduction, justement. Ah oui, c'est le Languedoc, là, il y a un gros mouvement inverse qui se prépare, qui se fait en Languedoc. Ils ont la chance de ne pas avoir eu trop l'image que Bordeaux a eue. C'est-à-dire que Bordeaux, comme ça fait plus longtemps, ils ont commencé avant les autres, donc ils ont la période est plus longue, et donc c'est eux qui ont marqué le plus ça, et c'est pour ça que c'est eux qui sont visés en premier par le Bordeaux bashing. Ce qui est terrible, parce que il y a beaucoup de très bons vignerons à Bordeaux aujourd'hui qui sont victimes de ce Bordeaux bashing. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sommeliers, de cavistes ou de journalistes qui ont adoré ces vins-là, qui ont cautionné les dérives bordelaises et qui aujourd'hui tapent sur Bordeaux sans s'occuper de qui fait le vin, quels sont les vins. Il y a des vins à Bordeaux qui sont très très bons. Et donc, il y a des gens qui font des vins très fins et qui ne méritent pas le Bordeaux bashing qui leur est attribué. C'est pas juste. Et surtout que cette région, elle renaîtra un jour ou l'autre. Enfin, et en plus, rapport qualité-prix, aujourd'hui, c'est pratiquement la région qui a les meilleurs rapports qualité-prix. Je ne parle pas encore des quelques grands crus qui bénéficient encore d'une espèce d'aura par les spéculateurs, parce que les gens ne les consomment plus, même dans les grands restaurants. Mais il y a encore des spéculateurs qui s'y intéressent, parce qu'ils pensent que au lieu d'être vendus 700 € en primeur, à 300, ils vont faire une affaire. C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'ils puissent revendre plus cher. Mais en tout cas, pour la plupart des vins, il y a beaucoup de vins à Bordeaux qui sont excellents. Et moi, j'incite les gens on pousse les gens à reconsommer du Bordeaux. Alors que j'ai été considéré comme l'ennemi public numéro 1 de Bordeaux à l'époque. Absolument. Et l'ami public numéro 1 du vin de Bourgogne. Qu'est-ce que le vin de Bourgogne ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que ce sont des êtres plus avisés ? Qu'est-ce que cette haute tradition dont vous parlez souvent, qui fait que
la Bourgogne a, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, parce que c'est assez disparate, a, semble-t-il, mieux résisté justement à ces courants de séduction aux années 70-80, on va dire les années 80, l'argent roi, qui s'est déversé aussi quand même sur la Bourgogne. Les vins de Bourgogne ont aussi pris des montants absolument, une fulgurance de l'augmentation des prix, assez inouïe aussi. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est complexe. Moi, évidemment, que j'essaie de me poser la question depuis des années. Pourquoi il y aurait ces gardiens du temple en Bourgogne qui sont là et qui bougent pas. Il y a eu des modes en Bourgogne aussi. Il y a eu des effets Parker aussi. Il y a des vignerons qui ont cédé, et souvent pas très bons d'ailleurs, parce que ils ont vu qu'il y avait une martingale pour faire un vin qu'on pourrait vendre cher et qui pourrait dépasser leurs voisins qui travaillent très bien depuis des années, mais eux étaient plus médiocres et se sont dit tiens, d'un seul coup il y a une martingale pour faire un vin qui va avoir des notes exceptionnelles par ces gens-là. Ça ne marche qu'un temps. Ça n'a marché qu'un temps, parce que le vin, comme disait notre ami Jacques Puiset, notre grand frère, il disait dans le vin, il n'y a pas de promesses, il y a des preuves. Donc, ça serait bien de rétablir ça en politique. Un peu comme l'amour aussi. Voilà, exactement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les vins, quand ils sont dégustés, quand ils sont bu quelques années après, on découvre que le château de cartes s'effondre. Et que là, il n'y a plus d'expression, en fait, c'était une impression. Voilà. Donc, c'était que de la séduction. Le souffle n'existait pas, il n'y avait rien de magique dans tout ça. Qu'est-ce qui ferait qu'en Bourgogne, il y a eu ces gardiens du temple? Il y a la mythologie, parce qu'il y a une mythologie en Bourgogne, qui vient des moines. C'est quand même la Bourgogne, elle a été habitée, exploitée complètement par les moines cisterciens et les moines clunisiens, enfin clunisiens d'abord et cisterciens ensuite. Il y a un ancrage très très fort dans ce terroir. Et les fameux climats. Les fameux climats, c'est-à-dire ce lien, les clos s'appellent des climats, les parcelles s'appellent des climats, cette interface tertielle. Donc il y a une dimension subtile, magnétique pour les moines. C'est-à-dire ce lieu, les grands vins de Bourgogne sont placés sur ce qu'on appelle la Vouivre. Le clos de Vougeot, c'est le clos de la Vouge. C'est le clos du grand serpent. C'est une mythologie. Mais quand on y va, les gens un peu sensibles sentent ce magnétique. Il y a des forces qui sont là. Et les moines ont habité ça, ont vécu ça. Ils ont nommé chaque parcelle. Le paysan, jusqu'au XVIe siècle, nommait sa parcelle. C'était un sujet, c'était pas un objet. C'était pas une terre, support agricole. Non, c'est quelque chose qui révèle la graine pousse de la terre. C'est pas l'homme qui fait pousser la graine. On sème une graine, c'est pas nous qui la faisons pousser. Elle pousse. L'énergie de la terre et du ciel crée quelque chose, donne une dimension. La graine, quand elle est dans un sachet, elle pousse pas. On la met sur une étagère, elle pousse pas. On la met en terre, elle pousse. Elle pousse. Elle pousse, c'est-à-dire elle vit. Voilà, il y a une vie. Et l'acte de l'intention de semer, l'intention de travailler sa vigne, etc., va être très fort. Et ça, le fait que la vigne soit un sujet, que la terre soit un sujet, pour les moines, pour les vignerons qu'on suivit, a fait qu'en Bourgogne, cette relation monastique continue d'exister, pas chez tout le monde. On est d'accord, pas chez tout le monde. Il y a des gens qui ont un ego énorme, qui sont contents d'avoir des parcelles. Ils sont un peu comme des oligarques, parce que quand on voit le prix des parcelles aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible, parce que ça n'a pas lieu d'être. Et au contraire, ça détruit la Bourgogne. Et en fait, et aussi le fait que, en Bourgogne, on nomme la parcelle sur la bouteille. S'il n'y a plus d'écart entre deux parcelles, quand on goûte les vins, c'est que c'est foutu. C'est que c'est du pipeau. Alors qu'aujourd'hui, quand vous allez chez des grands domaines comme Rousseau, Trappet, mais même des domaines, là j'étais à Marange, un super domaine qui fait des vins à des prix qui sont relativement modestes. Modestes pour la Bourgogne, j'entends, mais c'est des vins qui sont revendus aux alentours de 25-30 euros dans le commerce. Donc pour du Bourgogne, et on a quand même déjà de la magie. J'ai fait goûter ça à des Brésiliens l'autre jour, ils étaient fous, ils m'ont dit c'est incroyable. Et oui, donc Marange, ou des petits centenais, et il y a déjà de la magie. Eh bien, chaque parcelle est nommée. Et ça, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à la Bourgogne. C'est un véritable Machu Picchu. Donc, quand vous allez là-bas, vous voyez ça,
vous êtes... Je comprends que les Bourguignons soient possédés par ça. Et quand ils vont dans un autre vignoble, ils visitent un autre vignoble. Quand ils vont en stage en Australie, quand ils vont en stage mais ils voient des grandes parcelles immenses, même dans le Médoc. Ils arrivent à Château-Lafite, il y a 100 hectares. Pour un Bourguignon, vous vous rendez compte que la Romanée, c'est 0 hectare 80. Pas la Romanée-Conti, mais la Romanée, il y a des parcelles 3 hectares. La Romanée-Conti, c'est 1 hectare 80. Donc c'est des timbres-postes. Donc quand ils arrivent dans des plaines d'Australie, ils se disent mais c'est pas possible. Alors quand on emmène des vignerons de l'étranger, américains, australiens, etc., quand on les amène en Bourgogne, ils sont stupéfaits. Ça leur fait peur parce qu'ils disent mais c'est des jardins de curés. Et voilà, et ils voient tout le monde qui travaille à la main parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ne peuvent se faire qu'à la main parce qu'en Bourgogne, la densité hectare est la plus importante au monde, la densité de plantation. À la Romanée-Conti ou dans les Chambertins, il y a plein de vignes qui sont plantées à 14 000 pieds hectares. Il y a plein de vignes qui sont plantées à 3 000, 4 000 pieds hectares. 15 000 pieds hectares, quand vous commencez à tailler un rang, vous en avez pour un moment. Hein. Surtout que la taille en Bourgogne, c'est 5 bourgeons par la tige et par cep, hein, parce qu'il ne faut pas plus pour avoir vraiment l'expression du terroir. C'est un travail de fou. Voilà. Il y a autre chose aussi. Le vin séducteur, quand je vous disais le feu, c'est que les gens pensent que globalement, dans le vin, voilà, il y a de la matière, il faut de la matière, il faut du fruit, il faut du feu. Et vous êtes de tous ceux qui portaient un regard sur le vin, avait cette vision, moi, qui m'avait un peu désarçonné au début, hein, en lisant justement La vie mystérieuse du vin, que je conseille à tous nos internautes aux éditions du Cherche Midi. Vous parlez de l'eau dans le vin. Alors vous dites le terroir, c'est le terreau. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi on m'a appris que dès qu'un vin n'était pas bon, on disait parce qu'il est dilué. Dilué, ça veut dire de l'eau. Et que l'eau, de toute façon, ça sert à rien ou pas grand-chose, peut-être à nettoyer un peu une surface ou à en boire un peu parce qu'on n'a pas le choix. Et on se demande toujours ce que l'eau va nous, comme tout élément, va nous apporter. Au lieu de, des fois, peut-être se demander qu'est-ce qu'elle nous retire, qu'est-ce qu'elle nous enlève. Et ça, l'eau, et on va arriver de l'eau petit à petit au vide, pour que l'entretien soit plus jubilatoire encore, Bruno Quenu. Mais l'eau dans le vin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quand même hallucinant que l'œnologie moderne ne parle pas de l'eau. C'est le principal composant du vin, il est entre 85 et 87% en moyenne dans les vins. Donc on ne parle pas de l'eau, parce que l'eau, c'est de l'eau, c'est basique. Alors que quand on commence à réfléchir un petit peu, on voit vite que l'eau, vous goûtez une Volvic, vous goûtez une Vittel, vous goûtez une Evian, quand Nestlé n'a pas trop abîmé les origines, oui. Voilà, c'est d'actualité. Eh bien, l'eau a un goût, l'eau, elle est différente, une eau de torrent est très, très dynamique. Oui. On va voir, elle est dynamique. Pourquoi? Parce que maintenant, on sait que le mouvement va créer des macromolécules très longues, etc. Donc, l'eau des terroirs n'est pas la même. Si on prend... vous disiez la Vougeot, Vouivre. Voilà, Vouivre, voilà. Donc, c'est l'eau. C'est des vibrations, c'est des champs magnétiques, et l'eau est influencée par ça. Alors, ce champ magnétique bourguignon viendrait de la rupture de la faille, qui est encore en frottement. Hein, quand il y a eu le grand effondrement de la Saône, qui a dû créer un immense tsunami à l'époque, parce que c'était recouvert d'eau. Et en fait, tout ça est encore en friction et émettrait des champs qui finalement deviendraient magnétiques. Et l'eau des terroirs de Bourgogne porte quelque chose. Mais toutes les eaux, dans la Loire, dans les tuffeaux, l'eau, elle est chargée de minéraux, mais elle est chargée de magnétiques aussi. Différent. Elle est différente. Et elle ne va pas se comporter de la même façon, et les vins ne vont pas se comporter de la même façon. Et donc, il ne faut pas confondre les vins des années 70 qui étaient dilués, mais qui avaient une eau morte. L'eau était morte, le sol était mort. Donc, la vigne était enracinée à 20-30 cm. On a les preuves aujourd'hui. Une vigne qui est traitée en conventionnel avec de l'engrais chimique et des désherbants, quand on creuse, on a des vignes qui ne sont pas enracinées à plus de 30-40 cm. Alors que la vigne, ça peut s'enraciner... À Santorin, ça peut aller à 30 mètres. En Bourgogne, avant le phylloxéra, quand on était en franc de pied, avant qu'on mette le pied américain,
qui résistait au phylloxéra, avant qu'on mette le pied américain, la vigne pouvait s'enraciner très très profondément. Donc aujourd'hui, avec le pied américain, elle s'enracine à 7, 8 mètres environ, mais c'est déjà énorme par rapport à un chêne. Et par rapport à 30 cm. Voilà, exactement. Donc évidemment qu'elle ne capte pas l'eau de la roche-mère quand elle est à 30 cm, 40 cm. C'est quand elle est dans les tréfonds de la Terre, pour aller chercher le mystère de la Terre, donc cette lumière intérieure, comme l'homme, c'est la même mythologie, elle va chercher par l'eau les informations de la lumière intérieure de la Terre. Il y a un double enracinement, d'où vous dites qu'il n'y a rien qui est plus proche de l'homme que la vigne, Ouais. et il y a cette même symbolique, cette même image. C'est la même symbolique. Entre un enracinement à la terre et aussi l'enracinement au ciel. Exactement. Ça monte aussi. Et donc en fait, évidemment que l'eau n'est pas la même. Et ça n'est pas pris en compte par l'œnologie moderne, parce que l'œnologie moderne, elle réagit en biologie, c'est-à-dire en bactéries et en molécules. Point barre. Ça, pour eux, c'est la loi du vivant. Ils n'intègrent pas grand-chose. Il leur manque beaucoup de choses. Parce qu'avec ça, on ne fait pas la vie. Donc ça ne marcherait pas. Voilà. Donc, et donc, ces vins qui avaient une eau morte, en plus dénués de matière, parce qu'en plus, il n'y avait même pas de matière, parce que comme les sols étaient morts et qu'on faisait produire beaucoup avec cet engrais chimique, donc les raisins, les vignes produisaient jusqu'à 100-120 hectolitres hectares. En Bourgogne, dans les grands crus, c'est 25 hectolitres hectares. Donc quand vous produisez 120, il n'y a pas de grand terroir à 120 hectolitres hectares. Ça n'existe pas. Voilà, donc c'est un non-sens. Donc il y a des gens qui ont dit, c'est comme les cépages. On faisait produire, on disait ce cépage-là, il n'est pas bon. Bah oui, mais quand on le fait produire 120 hectolitres hectares, il ne peut pas être bon. Voilà. Donc en fait, c'était des mauvais paramètres. Mais alors cette eau là justement, c'est une eau, elle a un magnétisme différent d'une contrée à une autre. Exactement. Elle fonctionne différemment. Et les recherches qui sont sur l'eau maintenant, heureusement qu'il y a un certain nombre de chercheurs, notamment des physiciens, qui commencent à s'y pencher. Et ça va de toute façon gêner beaucoup de gens, parce que les laboratoires qui font de la pétrochimie ou de l'agrochimie ou des molécules pour la nourriture ou même pour voir certains médicaments vont pouvoir se poser des questions. Parce que ça va évidemment remettre en cause beaucoup de choses. Si notre eau n'est pas saine dans notre corps, voilà, quand on ingère des aliments dont l'eau est morte, il faut se poser des questions. Par contre, on comprend mieux pourquoi boire certains vins va vous aller bien, va vous permettre de retrouver un bon magnétisme. Et d'ailleurs, certains, ça va plutôt, à certains moments de leur vie, en tout cas, plutôt des vins de Loire, des vins de Bourgogne, parce que, comme vous le dites, c'est pas la même eau. Donc, c'est pas le même magnétisme. Et c'est intéressant de voir, par exemple, des sommeliers qui, il y a 20 ans, considéraient que je racontais un tas d'inepties, lorsqu'on est en dégustation, se rendre compte que quand on a dégusté des vins de cette qualité-là, pendant une journée qu'on n'est pas fatigué, alors que quand on déguste des vins faits avec des techniques où justement l'eau est morte et qu'il n'y a rien qui fonctionne, le souffle n'est pas là, qu'il y a de la matière séduisante s'il est vrai, mais bon, voilà, eh bien au bout de la fin de matinée, on est complètement déshydraté, on est asséché, alors qu'on crache, on est asséché et on est relais, on n'a plus de jambes. Donc ça c'est intéressant. Donc ils s'en rendent compte. Ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Mais ils n'ont pas compris que c'était au niveau de l'eau. Mais alors l'alchimie, justement, je vous présentais comme alchimiste du vin. L'alchimie du vin, on a parlé du feu, on a parlé de l'eau, on a parlé de la terre, et puis on a parlé du souffle, donc de l'air. Expliquez-nous un petit peu cette alchimie, comment les choses se composent, se décomposent, se recomposent, comme dans l'alchimie, justement. En fait, ça naît d'un chaos. Quand on cueille le raisin, la vendange, c'est pas un hasard, vendange en deux mots. Donc, voilà, c'est pas un hasard si on faisait faire les oraisons avant la récolte, pour toutes les récoltes d'ailleurs, notamment pour le blé et le vin, parce qu'il y a le levain. Il fallait bénir le levain pour qu'il soit orienté. Vers l'unité, toujours vers l'unité. Donc ensuite, vers le 1. Vers le 1. Et donc, le raisin contient 3 éléments, terre, eau et feu.
terre, c'est sa matière organique, c'est-à-dire ses tanins, ses acides, ses molécules aromatiques, ses acides aminés, etc. Et puis, c'est le feu, c'est le sucre, voilà. Et donc, et l'eau. Et alors le souffle et l'air là-dedans. Et qu'est-ce qui va se passer Oui. quand on va fouler le raisin? Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des producteurs de grands vins blancs qui font encore un foulage sur le blanc. Pas longtemps, hein, parce on le met tout de suite au pressoir, mais il y a un petit peu de foulage qui se fait. Parce que c'est un vieux symbole. On foule le raisin. C'est la mise à mort. Oui. C'est la mise à mort dans la cuve. Donc l'air va être l'élément de dissolution de la matière. Voilà. Donc c'est le 4e élément. Sans le 4e élément, on ne peut pas atteindre le 5e, la lumière de la matière. L'essence. Donc quand je dis que c'est une forme, quelque part, de régression, hein, pour atteindre quelque chose de loin... Pour monter au-dessus, il faut commencer par descendre plus bas. Et quand Einstein disait la matière, c'est de la lumière abaissée à un point en fréquence à un point de visibilité, le vin, on lui fait faire un chemin inverse. On le ramène vers un infini, vers quelque chose de l'ordre de la lumière, et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il est trait d'union, il se situe entre le visible et l'invisible. Voilà. Il fait percevoir l'invisible. Quand vous prenez votre vin, et que vous le voyez, et que la couleur, elle est terne, c'est pas normal. Même si la couleur est intense, il doit y avoir brillance. S'il n'y a pas de brillance, alors ça suffit pas. Peut-être que c'est une brillance et que, malgré tout, il est vicié quelque part. Dans votre livre, vous parlez de luisance. La luisance. C'est une correction qui m'a été faite par Yann Kefelec. Il avait beaucoup aimé brillance, mais il m'a dit j'aime beaucoup luisance. Donc je le cite parce que il dit les grands vins de Bourgogne ont une luisance des vitraux de cathédrale. C'est quand même très beau. Voilà. Yann Kefelec. Voilà. Et je pense que là, cette alchimie, donc cette dissolution, essentialisation, pendant la fermentation alcoolique, il y a une essentialisation qui va continuer pendant la fermentation alcoolique. Tous les blancs ne la font pas, mais tous les rouges la font. Elle est nécessaire pour les rouges parce qu'elle va encore permettre une essentialisation. Hein, elle va transformer les acides maliques en lactiques, ce qui va stabiliser les acides et les baisser. Et ensuite, l'élevage va encore dissoudre pendant 18 mois, 24 mois, 1 an, ça dépend des vins. Et dans le fût, avec de l'air toujours, parce que le bois va avoir une porosité qui va permettre d'amener de l'air. Et quand il n'y en a pas assez, le vigneron va procéder à ce qu'on appelle un soutirage. Il va soutirer le fût d'un fût à l'autre, et des fois en passant carrément, en ouvrant le robinet pour faire un jet, pour amener de l'air, parce qu'il va falloir ramener un peu plus d'air. Voilà. Mon père disait, quand il faisait ça, quand il soutirait, il nous amenait le verre, t'es gamin, et à la lumière du jour, dans le faux jour de la porte, il nous mettait les 2 verres, le verre non soutiré et le vin soutiré, le verre soutiré, il nous les mettait comme ça, il nous montrait. Et on voyait qu'il y avait une lumière dans celui qui était, il y avait un éclat, et il disait, tu vois, il a reçu la lumière. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il était conscient de ce qu'il nous disait, il aimait beaucoup le vin par contre. Voilà. Il devait en effet l'aimer beaucoup. Ouais. On ne peut pas s'empêcher à vous écouter, à revenir tout de même aux 2 moments où on parle du vin dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire à la fois les noces de Cana, Oui. transformer l'eau en vin, et puis la scène, le dernier repas, bien sûr. transformer le vin en sang. En sang. Comment vous reliez tout ce que vous venez de dire justement à ces rituels dont on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont en partie escamotés lorsque l'on ne permet plus... Parce qu'il y a le pain et le vin. Bien sûr, les 2 espèces... Voilà. Et d'ailleurs, il faut peut-être faire un rapprochement entre les 2 avant même de parler du Nouveau Testament, je ne sais pas. vous voulez dire entre les 2 espèces ? Non, entre les 2 fermentations, finalement. Entre les 2 fermentations, la fermentation du vin et la fermentation du pain. Symboliquement, le vin est une fermentation chaude.
Et d'ailleurs, elle est chaude parce que un vin rouge en fermentation peut monter jusqu'à 30-33 degrés. Fermentation sans intervention, naturelle. Ah oui. Naturelle. Parce qu'il faut digérer cette matière. Les anciens parlaient de digestion. Donc pour aller à l'essence. Comme nous, on digère pour aller chercher l'essence de l'aliment. La grossièreté de l'aliment ne nous intéresse pas. Elle n'a pas lieu d'être. Donc faut pas, pour que ça passe dans les intestins et que ça traverse, que ça aille dans le sang, il faut qu'on aille à l'essence. Dans le vin, c'est la même chose. Le vin, c'est une fermentation, évidemment. Il y a de la terre, dans les rouges, il y a de la terre, il y a de la matière organique, il y a de l'air, mais beaucoup moins que de l'eau et du feu. C'est l'eau et le feu qui vont diriger la fermentation du vin. Alors que dans le pain, ça va être une fermentation vraiment eau, air et terre. Beaucoup moins feu. Et donc, ça va être une fermentation froide. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme la barre horizontale de la croix. Alors voilà. Expliquez-nous ça. Et le vin, la barre verticale. Le vin, c'est le je, et le pain, c'est le suis. Le je suis, le Jésus. Je suis. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de très ésotérique là-dedans, qui est très intéressant à creuser, parce que cette dimension du vin qui amène justement au Dieu, mais pas sans le pain, parce qu'on ne devrait pas boire sans manger. Donc il y a une idée sociale, avant tout, sanitaire, dans la scène. Si on ramène ça au sanitaire, c'est important. C'est les deux espèces ensemble. Quand on voit que l'Église catholique a supprimé le vin à la messe, il n'y a que le curé qui boit, oui. et si est souvent pas bon, donc comme dit frère Jean à un curé un jour, t'arrives à faire la messe avec ça. Frère Jean, il lui faut du bon vin. Frère Jean, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est moine et frère et aussi prêtre orthodoxe. Voilà. Et il a son skite, son petit monastère dans les Cévennes. C'est ça. Et en fait, il nous apprend beaucoup de choses sur le vin d'ailleurs, sur sa symbolique. Et je pense, alors le pain est manifestement quelque chose d'exceptionnel qu'on a abîmé aussi. Il est faux aussi. Heureusement qu'on a des Alex Croquet qui nous font des pains incroyables avec. Il travaille ses levains. On l'appelle aussi lui l'alchimiste. L'alchimiste du pain. Il est rue Esquermoise entre autres à Lille. Je pense que c'est pour ça qu'on il est à Vatigny alors mais surtout lui aussi nous fait une idée fixe sur l'eau. Bien sûr, comme vous. Bien sûr, mais les grands boulangers, le père spirituel d'Alex Croquet, c'était mon ancien boulanger qui était à Lardy, Pierre Delton, qui a été longtemps le plus grand boulanger. Et alors la différence avec Alex, c'est que pour avoir des explications, c'était un peu difficile. C'était un moine, il vivait vraiment dans son fourni, avec son pétrin. Mais Pierre Delton a compris très tôt qu'il fallait aller chercher une super eau dans une super fontaine, super source, et il avait des vasques vives dans le fourni qui permettaient de continuer la dynamisation de cette eau pour qu'elle soit vive. C'est-à-dire que le fait de la faire stagner dans des bidons lui posait un problème. Il avait fait des essais. Il y a des gens qui trouvent que ce sont des blagues, mais évidemment, ces essais avaient montré... fait ça, il a ses 7 vortex. Voilà, exactement, et il voit quoi? C'est que le pain ne fermente pas pareil si il ne dynamise pas. L'eau, quand elle est dans les bidons, eh bien, quelques heures après, elle commence à devenir statique et elle perd ses qualités initiales. Voilà, donc, et dans le vin, alors le vin, c'est pas de l'eau qu'on met, c'est l'eau du terroir qui va réfléchir la révélation de la matière. Le vin, dites-vous aussi, est un moment de rencontre, parce que non seulement c'est un être vivant, dites-vous, oui, mais c'est carrément un moment de rencontre avec soi pour, entre autres, une meilleure connaissance de soi. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce principe? Alors, je me suis fait des ennemis avec cette histoire, parce que j'ai osé
interchanger les verres à table dans des dégustations à certaines personnes et qui ont découvert avec stupeur que le vin du voisin n'était pas le même que le leur. Expliquez-nous avec la même bouteille. Précisément. Voilà. Donc on prend des binômes, on dit échangez vos verres entre vous, vous goûtez vous sentez, vous goûtez pour pas que ce soit assez rapide et on intervertit les verres. Et là, on demande que les gens ne touchent pas la paraison du verre, c'est-à-dire la partie du contenant, qui touche que le pied, pour qu'il n'y ait pas d'influence thermique. Hein. Et à ce moment-là, là, stupeur, et j'ai vu un couple s'engueuler carrément parce que la dame était visiblement pas de très bonne humeur et le vin était terrible. Son mari lui dit, il est amer, il est imbuvable ton vin. Voilà. La dame est sortie, m'a traité de magicien, je lui ai dit, mais vous croyez à la magie? Elle me dit non. Alors je dis, pourquoi je serais magicien si vous me dites que la magie n'existe pas, etc. Donc bon, elle est partie très en colère. Et en fait, ça a été la stupeur partout, parce que tout le monde a dit, mais c'est incroyable, le vin. Et en fait, on a dans son verre le vin que l'on mérite. Voilà. Donc on a dans son verre le vin qu'on mérite. Voilà. Et donc en fait... Donc si vous achetez avis aux amateurs, pour certains, acheter 10 000 € une bouteille de la Romanée Conti ne leur procurera, s'ils ne le méritent pas, que très peu de joie de dégustation. Je dis toujours que boire un Romanée Conti dans un laboratoire avec des types en blouse blanche, avec de l'inox partout, c'est pas l'endroit. Parce que déjà c'est pas l'endroit pour du vin, à mon avis, même voilà. Et donc gâcher une Romanée Conti, c'est un peu grave au niveau financier. Mais de toute façon, ce serait un bon Gamay de Touraine ou un bon Beaujolais, ce serait pareil. Le vin ne se plairait pas à cet endroit-là et l'ambiance serait mauvaise et faudrait être sacrément bien centré, lumineux pour que le vin soit bon. Et en fait, il faut boire dans des bonnes conditions. Il faut boire avec des gens sympas. Alors justement, par rapport à ça, parce qu'on on se pose des questions, est-ce qu'il faut acclimater le vin à ce que l'on mange ou l'inverse? Et alors vous avez une pirouette, je ne sais pas si elle est de vous. Non, elle est de Carmé. Elle est de Carmé. Elle est de Jean Carmé, elle est très très belle. Je le cite parce que vraiment elle mérite. Il dit, j'ai même vu des vins disparaître à la présence d'intrus, réapparaître après leur départ. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un vin qui ressemble à celui qu'il a fait. En fait, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais il a tellement raison. Quand je vais à la cave et que je sais les plats qu'on va servir à table chez nous, pour nos invités, eh bien, au bout de 3-4 minutes, que je tire des bouteilles du casier, etc., au bout de 3-4 minutes, je ne pense plus aux plats, je pense aux gens qui vont venir. Ah là. Voilà. Et en fait, on le débouche. Quand j'en parle même à des sommeliers, etc., sans s'en rendre compte, ils font tous pareil, parce que c'est plus fort que nous. Il y a des vins qu'on a envie de boire avec telle personne et d'autres qu'on a envie de boire avec telle personne. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, et si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Voilà. Et Carmé disait même, toujours... Donc l'acclimatation mai-vin, c'est pas de la blague, mais ça c'est pas non plus très... Alors, ça a lieu d'être, évidemment, il y a une tendance quand même, mais il y a quelque chose qu'il faut surtout bien dire, c'est que un vin qui est un vrai vin, un vin juste, qui est aligné sur son terroir, eh bien, en fait, il va aller pratiquement sur tout. Il va changer. Voilà. Vous allez manger un vin rouge de grande classe, vous allez le boire avec un poisson, ça va être merveilleux. Vous allez le boire avec une viande rouge ou carrément une daube de sanglier, vous allez le trouver puissant. Vous allez dire, ah ben il était léger il y a 5 minutes, d'un seul coup il est puissant. En fait, il s'adapte comme aux humains. Voilà. Et donc, il va avoir pas le même goût pour tout le monde et pas pour les mêmes plats. Pas pour les plats non plus. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment qu'il y a quand même des associations intéressantes. Mais ça fait peur aux gens, ça aussi. Si vous voulez, il y a tellement de gens qui ont exagéré l'idée qu'il fallait tel vin pour tel plat. Les gens lisent ça, alors ils sont paumés, ils se disent, mais si j'en trouve pas, c'est foutu, faut que je me flingue. Et en fait, il y a l'idée que ça appartient à une caste d'experts, et sans eux, on est foutu. Le vin, on a traité le non-sachant comme un imbécile. Le vin, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'une œuvre d'art devrait être seulement pour les experts de l'art? Non, on est capable de voir la beauté. On n'est pas plus couillon qu'un autre. Moi, je vois la Sainte-Chapelle...
je suis capable de voir la beauté, et je peux être autant qu'un grand expert, un grand architecte, hein, peut-être plus. On le voit hein, chez les mélomanes, à force de couper la musique avec leurs études, etc., ils finissent par perdre le souffle qui passe dans la musique. Donc, en fait, il faut s'écouter, il faut respecter ses envies. Parce qu'évidemment qu'il y a des trucs, on sait très bien, un vin rouge très fin, vieux, avec une sauce tomate, l'acidité de la tomate, ça va cabosser un peu. Voilà, il y a des petits trucs comme ça à savoir, il y a des trucs un peu difficiles. Mais sinon, globalement, le nombre de livres qui se sont vendus sur les associations vins et plats, je trouve que c'est... alors, je me fais mal voir quand je dis ça, parce que c'est quand même un bon business d'éditeur, mais... Très franchement, ça a tendance plus à effrayer les gens qu'autre chose. Et vous allez encore plus loin, puisque d'ailleurs ça donne lieu à quelques quiproquos quand on dit que vous êtes une sorte de déconstructeur du vin et de l'étude du vin. Déconstructeur du vin, ça veut dire que vous dites ni plus ni moins qu'il faut apprendre à désapprendre sur le vin. Non, il faut désapprendre ce qu'on a appris. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait... et apprendre à désapprendre. Je pense... Il y a des exemples, hein, il y en a plein, et il y en a plein que je ne connais pas, mais de personnages, si vous voulez, qui... déjà, il y a des personnages qui n'ont rien appris et qui savent, et ça existe, voilà. Il y a des Mozart dans tout. Il y a des gens, si on prend l'exemple japonais, alors nous en France on ne le connaît pas bien, mais ce samouraï exceptionnel, Miyamoto Musashi, qui était clodo, hein, qui a appris à se défendre seulement des agressions, avec son sabre en bois. C'est devenu le plus grand samouraï de toute l'histoire du Japon. Il y a plein de... Tous les enfants japonais, jusque dans les années 70, lisaient l'histoire de Miyamoto Musashi. Vous prenez Ayrton Senna, qui pilotait comme personne. Personne ne savait piloter comme Ayrton Senna. Il pilotait pas comme tout le monde, il prenait pas les mêmes trajectoires. Il faisait des coups d'accélérateur bizarres. On disait au début, mais pourquoi il fait des coups d'accélérateur bizarres dans les virages, etc. Façon de respirer, etc. Tout un apprentissage qu'il a appris seul. Seul, puisqu'il gagne sa première course à 13 ans en karting, en arrivant, il est débutant. Donc, ça, on n'aime pas dans notre système académique des gens qui savent des choses. Mais il y a aussi des gens, comme Jacques Puiset, alors là, c'est complètement différent, c'est quelqu'un qui a appris l'œnologie, il a appris la dégustation comme peut-être personne, et il s'est totalement déshabillé. Totalement. Jacques Puiset était arrivé à une nudité incroyable. Il a été président, il a fondé l'Association internationale des œnologues, il a été président, il a fondé l'Institut du goût. Mais quand il a fondé l'Institut du goût, c'est justement parce qu'il était déjà en train de basculer vers le goût juste, point barre, pas de dégustation. Et donc cet homme-là, il a ouvert des portes absolument incroyables. J'en suis un de ses disciples, enfin j'essaie en tout cas, parce que c'est quelqu'un qui a bousculé. Il a été pris pour un ringard par beaucoup d'œnologues et de sommeliers parce que ça dérangeait cette espèce de poésie où on comprend tout de suite en fait. Elle était livrée à tout le monde. Il goûtait un vin, il commençait pas par dire les tanins, machin, il disait « Ah, je vois bien une petite perdrix avec des petites girolles. » Comme ça, voilà. Donc, les gens s'attendaient qu'il parle du vin, et il disait « Je le vois bien avec ça », puis il partait dans son monde, dans un univers. Je vois bien ça dans une auberge avec des briques, et des poutres en bois, ou dans un local plus designé comme ça. Parce qu'il intégrait tout. Et avec quel type de gens ? En fait, il avait retrouvé la sensualité. Il avait retrouvé une lucidité profonde. Et je me souviens un jour, on était dans un restaurant du Paris, Paris rive gauche, très, très à la mode. Et on goûtait un vin de Touraine, un simple vin de Touraine, qui était très bon, mais simple. Et il me dit, tu vois Bruno, ce vin-là, ça va pas marcher ici. Les gens vont pas l'aimer. Et je dis, pourquoi ? Il est très bon. Il me dit, oui, mais toi, parce que t'es ailleurs, on fait notre bulle. Mais il dit, ça lui va pas, c'est un vin simple. Il est trop simple pour les gens qui sont ici. Trop simple pour l'ambiance. On veut un peu de paillettes. Voilà. On veut de la séduction. Voilà. Et il avait aussi fait cette dégustation, je crois que c'était au Futuroscope,
dans les années, à la naissance du Futuroscope, il avait fait des salles, il avait demandé à avoir des salles rouges, bleues, oranges, vertes, etc. Et il avait mis les mêmes vins dans chaque pièce. Et il a fait venir des grands experts. Et un muscadet dans la pièce verte était acidulé et frais, dans la pièce jaune, il était lourd, puissant et alcooleux. Ils sont tous plantés. Et à la fin, il leur a dit, voilà ce que c'est que la dégustation analytique. Voilà. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, à l'inverse d'un Miyamoto Musashi, qui a appris, mais qui a eu la capacité incroyable, et ça c'est rare, on aimerait bien que beaucoup de nos énarques fassent la même chose. De dépouillement. De dépouillement Donc, et de devenir inspiré. Voilà, c'était un inspiré. Alors vous, dans ce cadre-là, pour parler un peu de vous aussi, c'est un peu la règle du jeu de cette émission sur Géopolitique Profonde, finalement du monde réel, et de gens qui sont incarnés, expérimentés, pas des abstractions, pas des hors-sol, pas des personnes qui se copient les uns les autres. Vous avez tous une expérience, en tout cas je le souhaite dans cette émission, qui fait que ce dont vous parlez, vous l'avez expérimenté. Ce qui est essentiel d'ailleurs, et on pourrait presque en dire deux mots. Mais vous êtes un autodidacte dans le vin à l'origine. En tout cas, vous n'étiez pas du tout destiné, malgré le fait d'avoir un père vigneron, un frère vigneron, je crois. Vous, non. C'était pas ça. Non, j'étais pas du tout parti là-dessus. Vous aimiez la vitesse, vous aimiez les voitures, vous aimiez les moteurs. Oui, j'étais passionné. que vous aimez toujours d'ailleurs. J'aime toujours. Je trouve que dans la vitesse, il y a quelque chose. On peut trouver, si Ayrton Senna dit la vitesse est une succession d'instants, donc c'est intéressant et on peut comprendre aussi la lenteur avec la vitesse. Mais non, j'étais attiré par autre chose parce que c'était quand même très dur. Mes parents ont vécu des moments difficiles. Il y avait déjà des institutions qui bloquaient et on voyait que mon père nous disait, alors on ne l'écoutait pas toujours, mais il nous disait qu'il ne voulait plus de petites exploitations. On voyait bien qu'on allait vers déjà la grande exploitation, le système était en place. Crédit Agricole, FNSEA, on avait entendu les propos du président de la FNSEA pendant les manifestations agricoles. On a bien compris que cet homme-là n'aime pas les paysans, il n'en est pas lui-même. Donc c'est une véritable traîtrise. Voilà, quand on sait qu'il a des usines de méthane, etc. Enfin, voilà. Donc on n'est pas du tout, on est dans l'industrie agricole, on n'est pas chez les paysans. Ce n'est pas un paysan. Le paysan, c'est l'homme du paysage, l'homme de la terre, et c'est très noble. Et pour moi, la symbolique du paysan genou en terre, c'est vraiment marquant. Alors c'est quelque chose que je dirais, un peu détesté dans ma jeunesse, parce que je trouvais que c'était dur. Mes parents travaillaient tout le temps. La vigne, c'est une maîtresse pour le vigneron. Une terrible exigence. Voilà, très exigeante. Elle est très sensible. Alors évidemment, on voyait bien que mon père avait raison de bosser comme ça, parce que les voisins qui travaillaient moins bien, ça faisait pas de cadeau. Le vin était pas... Voilà, il y avait une rétribution. Mais à l'époque, en plus, on était dans le rapport étiquette-prix, rapport AOC-prix. Donc même en travaillant bien, votre Cheverny, il était vendu le même prix que le Cheverny du voisin. Parce que les magasins à l'époque, les cavistes, moi j'ai remis en cause, en arrivant au Lafayette Gourmet, aux Galeries Lafayette, disons, j'ai remis en cause le rapport AOC prix, le rapport de l'appellation et le prix. Et on a eu des vignerons qui l'ont fait, comme Didier Dagno avec Silex, en Pouilly-Fumé. Un Pouilly-Fumé, quand j'ai démarré dans mon métier, à l'époque de Didier Dagno, ça valait 30 francs. Et lui, il a présenté un Pouilly-Fumé à 100 francs. Alors là, ça coûte combien, par curiosité, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça coûte 180 €. Voilà. Mais parce que c'est un vin exceptionnel. Mais il a fait un travail colossal, ce type. C'était complètement fou. Il a fait ses écoles en Bourgogne. Et quand il est revenu de Bourgogne, il s'est fâché avec son père parce qu'il a vu comment son père travaillait. Et il a loué des vignes. Il a commencé comme ça. Il a démarré à zéro. Son fils, aujourd'hui, fait un travail formidable, Benjamin Dagno, avec sa cuvée Silex et toutes ses autres cuvées sont formidables. Et ces gens-là, ils ont permis, et m'ont permis aussi, et moi je leur ai permis, de casser cette idée que le vin devait être vendu en fonction de sa qualité, et pas en fonction de son étiquette, de son lieu de production. Et l'AOC n'intègre pas les qualités de production, elle intègre un cahier des charges de production qui est quand même assez limité. Donc, il y a quelque chose qui est dans cet ordre-là. Revenez-en un peu à vous, là. Et donc, voilà, moi j'ai considéré... Alors, moi j'ai quitté le domaine très tôt,
parce que justement, je trouvais que c'était trop pénible, que c'était dur, et puis j'avais besoin de m'ouvrir à la rencontre. Et j'ai eu énormément de chance, parce que quand je suis arrivé, alors, je voulais pas du tout aller là-dedans. J'ai fait une école de mécanique parce qu'il n'y a aucun lycée qui voulait de moi en sortant de 3e. Je ne faisais absolument rien à l'école et j'y étais pas souvent. Donc, aux grandes dames de mes parents qui voulaient avoir des enfants qui étudient. Et très vite, je suis allé vers la mécanique parce que la mécanique, le sport automobile, etc. Et puis, il y avait des gens qui venaient chez mes parents manger, boire des bons vins, etc. Puis ils amenaient des bonnes bouteilles. Et ils parlaient toujours de Bourgogne, mais ils n'en amenaient jamais. Ils amenaient des grands Bordeaux, ils amenaient des Châteauneuf-du-Pape, mais ils n'amenaient jamais de Bourgogne. Et ils finissaient leur repas en disant « Ah, mais le Bourgogne, c'est autre chose. » Alors, quand vous entendez ça depuis l'âge de 12 ans, jusqu'à même 10 ans, jusqu'à 18-20 ans, d'un seul coup, j'étais à l'armée, et je raconte ça dans mon livre, j'ai invité un copain qui m'hébergeait à Paris pendant une perme, et on a bu, j'ai payé, j'ai cassé ma solde, 2 soldes même, dans un Corton 76 de chez Christian Mallard. Et ce vin-là m'a ébloui complètement. Et j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon métier. Alors, je voulais pas faire vigneron. Oui. Et il y avait un caviste exceptionnel de Lorient qui venait chez mes parents, qui était un type incroyable et qui parlait du vin de façon magique. Et je me suis dit, je veux faire caviste. Voilà. Et c'est comme ça, je suis venu à Paris et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque, les bars à vin n'étaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bars à vin, notamment nature, oui, où on fume un peu de coke et puis voilà, et ça part un peu dans tous les sens. C'est pas les bars à vin, c'est pas la vision du vin que j'ai et ça s'alcoolise beaucoup. C'était des bars à vin où il y avait de la culture. On allait dans les bars à vin le soir et on rencontrait des gens cultivés. Et moi, j'avais un français qui était extrêmement moyen, parce que vu le niveau d'études que j'avais, évidemment... C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et j'ai entendu des phrasés exceptionnels. Et ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné comme les livres les films d'Alexandre Dumas, enfin, sur Alexandre Dumas, sur les livres d'Alexandre Dumas, les KPDP avec Jean Marais, avec ce phrasé fabuleux. Et là, je me suis dit, voilà, mais ces gens-là sont merveilleux. Et ils m'ont expliqué qu'il y avait des librairies où il y avait encore des vrais libraires à chaises, où on discutait, etc. J'ai rencontré plein de gens comme ça. Et ça m'a ouvert. Et Paris, c'était ça avant. Hein, ça n'avait rien à voir avec ce qui est aujourd'hui, Paris. Ça a bien changé. Il y avait un niveau de culture qui était incroyable. Il faut dire que la radio était un outil exceptionnel de culture. D'ailleurs, j'ai lu un interview de Michel Bouquet l'autre jour qui racontait que lui avait pas à peine un certificat d'études et quand il est arrivé à Paris, la radio l'a cultivé. Et il dit, d'un seul coup, on a changé les programmes, terminé. Et il dit, ils ont eu peur. Et le journaliste lui dit, mais de peur de quoi ? De l'intelligence. Voilà, Michel Bouquet. Voilà. Donc ça a basculé très vite. On a vu d'un seul coup des émissions, France Culture qui a été une radio exceptionnelle, et aujourd'hui vous écoutez les émissions, c'est plutôt beaucoup de surface. Alors les gens trouvent que c'est profond, mais c'est parce qu'ils n'ont pas connu la grande époque de Philippe Meyer, de Jacques Chancel, de ces gens-là. Vous avez été très ami avec Philippe Meyer, puisque toujours. C'est un de vos 2 parrains lorsque vous avez reçu justement ce titre de chevalier des arts et des lettres. Voilà, exactement. Et donc en fait c'était des gens où on parlait lentement, on parlait un français complexe. Les gens disent le français c'est trop compliqué, l'anglais est plus simple. Oui, mais c'est compliqué parce que les Français sont compliqués. C'est un peuple compliqué. On a une géographie compliquée. On est fait de cette géographie. Et donc, la géographie nous inspire quand on est encore enraciné. Et donc, ça, quand on simplifie le français, oula, attention, danger. Alors, vous avez un point aussi que j'ai retrouvé chez certains de mes interlocuteurs, mais très marqué chez vous, c'est cette exigence toujours de l'expérience. Ben pour moi, sans l'expérience, je trouve que j'ai tellement vu, mais que ce soit dans n'importe quoi, où l'expérience n'est pas vécue, et donc on fait des perroquets. On fait des perroquets. Alors que quand on vit l'expérience, par exemple, quand je fais faire, quand j'aide les gens à désapprendre à déguster, je leur fais faire des expériences avec leur bouche, avec leur salive, avec leur palais, l'expérience qu'ils vont avoir ne sera pas la même que la mienne.
Donc, au début, je vais les guider sur le timing, etc. Mais il y a un moment donné, il va se passer quelque chose que je ne peux pas avoir, moi. Enfin, voilà. Donc, plus ils vont expérimenter, plus ça va être quelque chose qui va les habiter, ils vont le vivre eux. Et à ce moment-là, ils peuvent le rétribuer. Et moi, j'ai vu des professionnels bousculés par ça. Des gens qui avaient 40 ans de dégustation, d'un seul coup, dire « Ah, c'est dingue ce que tu fais. Ah, mais j'avais jamais goûté le vin comme ça. » Voilà. Et bien, je dis « Parce que tu vois, avant, tu m'entendais, tu disais « Oui, non, mais Quenu, il raconte des trucs. » Voilà. Parce que c'est toi qui l'as vécu. C'est toi qui l'as vécu. C'est comme quand on parle du magnétisme. Les gens disent ouais, magnétisme, on ne sent rien. Voilà. Moi, je dis aux gens tiens, je vais vous faire une petite expérience. Petite expérience, et on va voir. On va voir si vous sentez rien. Vous me dites. Mais on verra. Mais sentir quoi? Ah non, je vous le dis pas. Ah non, je vous le dis pas. Sinon, il y a autosuggestion, je vais tout bloquer. Voilà. Et vous allez faire une auto. Vous allez vous mettre soit en croyance, soit en non-croyance. Donc non, pas de croyance, on va voir. Et là, d'un seul coup, il fait ah oui, c'est dingue. Ah oui, c'est dingue. Voilà, voilà. T'as senti, c'est bon. Donc, j'ai vu des gens autour de Menhir dire aux gens mettez-vous dessus, vous allez sentir les vibrations, etc. C'est foutu, c'est foutu. Les gens, mais quand on fait ça, mais c'est horrible. Je me suis vraiment frité avec des magnétiseurs, des géobiologues, en leur disant mais vous vous rendez compte que vous venez de plier 30 personnes là, c'est mort. Parce qu'en fait, ils n'ont rien senti du coup. Hein, il faut faire comment dans ce cas-là? C'est comme quand vous rentrez dans une cathédrale. Je faisais visiter la cathédrale de Chartres à une époque. Les gens me disaient, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Cathédrale à nul autre pareil, à vous entendre. Chartres, c'était exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'elle est si exceptionnelle, la cathédrale de Chartres? C'est Carnut-Is. Carnut-Is, c'est le centre sacré. C'était le grand centre sacré de tous les druides d'Europe. C'est exceptionnel, le tertre de Carnut-Is, Carnut-Tertre. Tertre sacré. Hein, donc, tous les fins avec Is, c'est sacré. Donc, et Chartres, c'était le sacré du sacré. C'est totalement exceptionnel. Il y avait le grand dolmen, immense, qui est sous la cathédrale. D'ailleurs, elle n'est même pas orientée comme les autres. Hein. Oui, elle n'a pas la même orientation. Elle n'a pas la même orientation. Sa construction reste un mystère. De qui a construit Chartres, hein. Ce n'est pas les mêmes compagnons que les autres. Ah bon? Voilà. Et en plus, sa pierre durcit avec le temps. Donc celle-là, il va falloir la démolir si on veut qu'elle tombe. Voilà. Il ne suffira pas de la brûler. Voilà. Mais tout ça, je disais aux gens, mais il me dit, on te suit? Non, errez dans la cathédrale. Ah oui, mais il n'y a pas un circuit. Non, errer dans la cathédrale. Mais errer, faut que je vois quoi? Non, rien. Vous avez vu que dans la future cathédrale restaurée de Notre-Dame, il va y avoir un circuit, un parcours que les plus hautes autorités de l'archevêché de Paris auront validé. Il faudra passer par là. L'inverse de ce que vous dites là. Complètement. On doit errer justement pour être libre, que l'esprit soit libre. Parce que sinon, on ne peut rien recevoir. Donc il faut errer. Et c'est pas une demi-heure en disant tiens, j'ai vu ça. Alors, ça commence comme ça, c'est foutu, c'est l'intellect qui se met en route et c'est mort. Donc on peut pas vivre l'intellect, le mental, pour vous, il faut absolument. Seule l'expérience peut casser ce cercle vicieux. C'est ça. Alors on fait asseoir dans le narthex, on s'assoit. Pourquoi on s'assoit? Pour rien. Voilà. Mais pour commencer à se préparer, à se vider. Voilà. Mais il ne faut pas le dire. Si je leur dis, je suis en train de faire en sorte que vous vidiez, c'est mort. Parce que le mental se met en route. L'expérience, il faut la vivre. Il faut la vivre pleinement. Et pour la vivre pleinement, il ne faut pas de préalable. Il ne faut pas être dans une préparation. Voilà. Et sinon, c'est mort. Quand je fais faire cet apprentissage, je les apprends à déguster, si je commence à leur dire ce qu'ils vont sentir, mais c'est mort. Je ne peux rien faire. Et là, il y a des gens, d'un seul coup, qui disent j'ai senti, d'un seul coup, j'ai senti un feu. Je me souviens de Frère Jean, quand il était venu en Bourgogne, lors d'une dégustation que j'avais organisée avec des grands vignerons. J'avais demandé aux gens, à la fin, pour la dernière bouteille, qui était à l'aveugle, j'aurais dit, surtout, vous ne trouvez pas. Et c'est impossible pour les gens du vin. Ils veulent trouver ce que c'est. Oui. Donc, ils disaient, mais qu'est-ce que ça peut être? Je dis, non. Ne dites rien, vous me dites ce que vous ressentez. Eh bien, il ne pouvait pas s'en empêcher. Et puis, il y avait Frère Jean qui était à côté de moi, qui ne savait pas ce que c'était. Et d'un seul coup, avec sa petite voix, il dit
pour moi, ce vin a en lui le feu de la terre. Et là, alors ça fait rigoler tout le monde parce que c'est pas très œnologique c'est pas professionnel comme expression. Et là, moi, je dis, est-ce que vous pouvez réécouter ce qu'il vient de dire? Vous pouvez répéter? Il me dit, oui, j'ai l'impression que ce vin a en lui le feu de la terre. C'est un vin de Santorin. Ah, évidemment. Qui pousse la vigne Des sur un volcans. volcan. Voilà, sur de la pierre ponce, 16 mètres de pierre ponce. Voilà, il pousse dans le volcan. Donc c'est le feu de la terre qui s'est révélé à l'homme, et l'homme a planté de la vigne dessus. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'a fait frère Jean? Il était nu, et donc, il a ressenti. Il a été capable de dire quelque chose qu'ils étaient incapables de dire. Il cherchait si c'était un grand Bourgogne blanc, il cherchait... Lui, il a senti le souffle. Il a senti le souffle, il a senti la présence. Vous savez que dans la nudité, Bruno, il y a la ruse, Bien puis sûr. le savoir, celui qui sait Celui le qui mieux le sait. chemin. Bien sûr. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de... L'intériorité est nécessaire à cette... c'est un chemin intérieur. C'est comme les vins lumineux où la matière est dissoute, ils sont transparents, et il y a des gens qui vont dire... mais en fait, le vin lumineux va nous emmener vers notre intérieur. Il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ils disent, oh là, danger. L'intérieur, c'est la boîte de Pandore. Et donc, toutes les personnes qui sont, qu'on dit cartésiennes, mais en fait qui ne sont pas rationnelles, parce qu'il faut faire la différence entre les deux. On a un intérieur et un extérieur. Donc, notre esprit est chargé souvent trop d'extérieur et pas assez d'intérieur. Donc, il faut le laisser habiter, venir habiter à l'intérieur pour se nourrir. Et que ça s'équilibre entre les deux. C'est le moment peut-être, Bruno Quenu, aussi de parler du vide. On est dans un monde du trop-plein où chaque élément du mur doit être rempli de quelque chose. Et vous parlez donc du vide dans le vin. Alors qu'en général, au contraire, on ne veut, on le disait tout à l'heure, n'y trouver que de la matière. Qu'est-ce que c'est que ce vide? Est-ce que c'est lié à l'eau, par hasard? Ben, imaginez une maison qui serait construite qu'avec des murs pleins. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de vide, les pièces sont pleines, l'énergie passe pas. On ne peut pas passer, l'énergie passe pas. L'énergie, elle passe par le vide, elle passe par la vacuité. Hein, c'est très bouddhiste, c'est très zen, on trouve ça aussi chez les hindous, on trouve ça aussi chez les chamans, on trouve ça chez les druides, cette notion du vide. L'énergie passe par le vide, elle passe pas par le plein. Donc, la matière elle-même, l'énergie dans la matière, elle passe par le vide, puisque les molécules entre elles, c'est que du vide en fait. Hein, on est que du vide, voilà. Et notre pensée, le fait de se croire plein, hein, de voir la matière pleine, notre pensée est complètement dans une croyance. Et en fait, c'est drôle parce que les gens se disent, on a entendu tout à l'heure, agnostiques, etc. Mais en fait, ils sont dans des croyances qui sont énormes. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que les lois de la physique aujourd'hui ouvrent, des Einstein ont ouvert déjà des portes énormes, et puis il y en a d'autres qui s'ouvrent, et qui montrent que il y a plein de choses qui sont extrêmement spirituelles. Je ne parle pas religion, spirituelle, c'est-à-dire il y a l'esprit dans la matière, il y a le souffle dans la matière, et la matière, évidemment, qu'elle peut briller. Elle peut, et nous-mêmes, on a affaire à incarner la lumière, à réincarner la lumière. C'est le rôle de l'homme. Hein, et ça passe par une unité avec soi-même pour être l'univers. On est un anagramme de l'univers. Un hologramme de l'univers. Et donc, tant qu'on est renfermé sur nous, on est bloqué dans la matière, et donc l'esprit ne peut pas rayonner. Donc le vin, c'est pour ça que c'est une révélation de l'invisible, c'est un monde entre deux mondes pour amener l'homme à toucher un petit peu à quelque chose d'une dimension supérieure. Et ces vins-là, qui ont été faits par ces moines cisterciens, etc., étaient faits pour ça. C'était vraiment... Et j'ai retrouvé un vieux texte là de Paris, où le vin des moines, qui étaient des moines qui venaient je ne sais plus où, qui étaient arrivés à Paris, donc rue des Eaux. Là où il y a la rue des Eaux, il y a le musée du vin. Et donc tout ça était un monastère, très strict, hein, très très strict. Et ils avaient des vignobles. Et ils cherchaient des vignobles, des vins. Ils cherchaient un vin qui avait de la saveur, de la pureté et de la clarté. Voilà. On cherchait la clarté.
Voilà. Et donc, on n'est pas dans la matière. Hein. On cherche cette lumière dans le vin. Donc, ils faisaient du vin, c'était pas pour picoler uniquement. Ah non, c'était Pas du tout, même. Il y avait, Vu les règles monastiques, c'est vrai que c'est troublant d'avoir des moines avec l'anachorète, l'ascète, oui. et cultiver quelque chose qui est un des plaisirs qu'on considère aujourd'hui comme un des plus grands plaisirs de la chair. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, le vin était vraiment célébré. Cherchez le paradoxe, là. Ah ouais. C'est pour ça que moi, je préfère à dégustation, je préfère la célébration du vin. C'est-à-dire qu'on le célèbre, on trinque, et c'est comme les coteries au Moyen-Âge, les moines fournissaient le pourboire aux coteries, les coteries des compagnons, constructeurs, les bâtisseurs, on leur fournissait le vin pour qu'ils fassent les agapes, et là ils trinquaient au maître de loge, au maître de la coterie, à la marraine, ou à un compagnon qui était malade, ou sa femme qui était malade, ou un enfant malade, etc. On trinquait à la santé. Aujourd'hui, on dit santé. Voilà. On trinque à la santé, on communie à la santé. C'est une célébration au vin, parce que le vin, c'est vraiment le lien au Dieu en l'homme. Donc on célèbre le vin et on célèbre l'autre. Est-ce que vous avez quand même, et on peut revenir, on l'avait juste évoqué, le rapport entre le Nouveau Testament et le vin avec le Christ. Vous avez, chez les Grecs, vous savez, l'amour peut se dire de 3 mots. Oui. L'éros, philia et agapé. C'est ce qui me fait vous parler des agapes. Les agapes, oui. Et il y a au début, et c'est les noces de Cana, on est sur un amour éros, sur l'amour charnel, oui. Amour premier, voilà. dont il ne faut pas d'ailleurs se priver d'aucune façon. Oui. Mais il faut petit à petit, puisqu'il est la 7e jarre, le Christ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet amour éros, cet amour charnel, eh bien, le vin manque dans les noces de Cana. Exactement. Et lui va être cette 7e jarre. Donc on va arriver vers la filia, vers le rapport qu'il a avec ses fidèles, avec ses apôtres. Et il nous conduit, sur la fin, vers la Seine. Voilà, et l'eau en vin. Et non, le vin en sang. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, en fait, le sang, c'est l'esprit de l'homme. Hein, c'est comme symbole. Bien sûr. Voilà. Et donc... Vous parliez de trinquer ou de ceux qui échangent leur sang. Voilà. Les Amérindiens, pour leur cérémonie de rencontre, pour être sûr vraiment de la confiance, on va s'échanger le sang. Parce que quand on trinque avec un verre de vin, on commence à lire un peu dans l'esprit de l'autre, alors ? On échange, en tout cas, nos pensées, il n'y a plus de... À partir du moment où on sait que c'est in vino veritas, c'est que le vin qu'on a dans son verre est le seul, va être unique. On trinque avec l'autre, donc quelque part, il y a rencontre avec l'autre. On offre presque son vin à l'autre. Donc il y a cette dimension absolument incroyable. Alors, il y a plusieurs choses dans le trinquer, parce que si vous prenez, alors malheureusement aujourd'hui ça n'a plus la même signification, mais quand vous avez des verres en cristal. On rappelle que vous avez fait une ligne Baccarat, c'est ça, ouais, deux lignes Baccarat, deux lignes de verre. Ouais. Quand vous trinquez avec un verre en cristal, vous allez, même un verre en cristallin plus ordinaire, vous trinquez et ça va vibrer. Il va y avoir un son magnifique. D'ailleurs, il y a des verres aujourd'hui qui ont plus de son du tout, c'est catastrophique. Et d'autres qui ont encore une sonorité. Achetés dans les grands restaurants. Mais moi, j'ai des vins en cristal comme ça, numérotés comme une grande bouteille, voilà. Parce qu'il y a une sonorité incroyable. Et en fait, c'est comme si vous disiez Sésame, ouvre-toi. Puisque vous faites rayonner le cristal du vin. Puisque l'essence profonde, c'est le cristal. C'est le Christos. Donc, la lumière de la matière, elle est cristalline. Donc, vous le mettez en œuvre. Donc, rien que par le trinquer. Et en plus, vous êtes en communion avec l'autre. On se regarde dans les yeux quand on trinque. Il faut. Voilà. On se regarde dans les yeux parce que l'œil, on sait que c'est l'esprit. Absolument. Voilà. Donc, il y a une vraie communion. Moi, je sais que, par exemple, dans mes ateliers, on trinque toujours en début d'atelier. À partir de cela, les gens, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de barrière. Alors que dans le vin, tout de suite, les gens disent « moi, j'y connais rien,
comment je vais apparaître, il y en a un qui s'y connaît un peu, il veut vouloir paraître les autres, d'un seul coup c'est fini. Convivialité, terminé. Voilà. Le trinquer est fondamental. Alors, moi, chez mon père, hein, on trinquait. Hein. C'est impossible. La table, c'était trinqué. Voilà. Donc, il n'y avait plus d'écart. Vous retrouvez ça sur certains peuples, peut-être plus que d'autres. On a tous à l'esprit, évidemment, les Russes, qui non seulement trinquent, et puis hop. Oui, mais il y a encore cette tradition. Parce que c'est des orthodoxes, et la tradition, elle est sans doute plus forte que chez nous. Il y avait moins de choses abîmées, alors pas toujours avec le vin, mais d'ailleurs ça devient des grands amateurs de vin, hein, ils deviennent très... Comment, justement, tradition, haute tradition, j'aimerais qu'on y revienne sur cette haute tradition, parce qu'il semblerait, à vous écouter, que pour la retrouver, il faut justement s'être dépouillé de tout. Parce qu'on se dit toujours, la tradition, c'est une somme de connaissances, de savoir. Ah ouais. Hein, c'est comme la franc-maçonnerie, on va faire un rite initiatique, et puis après, on va savoir plein de choses. Ouais. Et plus ça va, plus on saura de choses, et ce serait ça la tradition. C'est pas ça la tradition, alors. Non, c'est pas ça la tradition. La haute tradition, c'est, elle est accessible à tout le monde, à partir du moment où chacun a choisi de creuser son chemin, et comme je le disais tout à l'heure, en mangeant des choses vraies, en regardant des choses vraies, en vivant des choses vraies autour de soi. Plus vous vivez des choses vraies autour de vous, plus vous allez devenir lucide. Voilà, il y a une lucidité voilà, simplement, c'est vivre la vérité. Et quand vous consommez des choses qui sont... Hein, vous achetez... des sacs qui sont fabriqués en Chine par des enfants, vous achetez des chaussures pareilles, etc. Tout ce que vous allez acheter, tout ce que vous vous entourez, évidemment qu'on ne peut pas passer au travers de tout, parce qu'aujourd'hui, on est coincé par une espèce de mondialisme qui nous ment en permanence. Donc, mais plus vous allez être dans le vrai partout, moins vous aurez besoin de vous mentir à vous-même et de mentir à l'autre, etc. Et tout doucement, vous allez devenir lucide. Et la lucidité va vous amener à percevoir le chemin qui passe de génération en génération et qui va permettre le geste juste, l'intention juste, etc. Et ça ne peut pas se faire. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi s'inspirer. Là aussi, l'histoire est pleine de mensonges, ou pleine d'omissions aussi, parce qu'il n'y a pas que du mensonge, il y a aussi des omissions, des contre-vérités, mais plus ou moins voulues, hein, pas toujours voulues. Et soi-même, on doit creuser l'histoire. On nous a fait avaler la Révolution française à l'école, alors qu'on sait que c'est une guerre civile, c'est pas une révolution du peuple. Donc, si on ne se déshabille pas de tous ces mensonges installés, on ne peut pas découvrir la haute tradition. Qui sont des biais aussi, une sorte des biais. Ce sont des biais, puisque toute la tradition du Moyen-Âge, qui est une tradition hallucinante, les cathédrales, les églises, enfin les bâtiments sont absolument... Et on essaie toujours de dire Moyen-Âge, voire bas Moyen-Âge. Bas Moyen-Âge, vraiment... machin, etc. Voilà. C'est l'inverse. Et puis alors après, vous avez le siècle des Lumières. Voilà. Et donc le siècle des Lumières, c'est plutôt des lumières sombres, hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de... Voilà, quand on voit ce qu'ils écrivent, ça fait des fois un peu peur, notamment sur la femme et sur les races. On devrait quand même réviser un peu les écrits de l'époque. C'est pas si lumineux que ça. Et donc, c'est juste, il y a aussi de très bonnes choses dans les Lumières, mais le problème, c'est qu'à partir de la Révolution française, on a l'impression qu'avant, c'est les serfs, c'est l'horreur, etc. On ne peut pas... c'est l'obscurantisme, c'est l'ignorance, etc. Voilà. On ne peut pas découvrir la haute tradition à partir du moment où on occulte totalement des périodes de notre histoire. C'est comme dans une famille. On ne peut pas découvrir le souffle de la famille si on n'a pas découvert ce que le grand-père... des fois, il y a des mensonges, hein, alors pas des mensonges, des non-dits. Aïe, mes aïeux. Voilà. C'est pas de dire, c'est pas de juger, hein, attention, je ne dis pas qu'il faut juger, parce qu'aujourd'hui, on juge les gens on juge les collaborateurs. On voudrait bien voir ce qui s'est passé notamment pendant la crise sanitaire, certains dénonciateurs, délateurs, on verrait ce qui serait passé pendant la guerre. On les verrait pendant la guerre, peut-être les mêmes, ceux qui crient aux collabos, comment ils agiraient devant la peur. Donc, il faut pas juger,
on ne sait pas comment on serait, mais ne pas juger, mais de creuser. Et moi, j'aime beaucoup les historiens qui disent, j'aime beaucoup aussi Paco Thielman, cet exégète qui dit, mais vous aimez peut-être pas mes vidéos, mais creusez la vôtre. Si vous considérez que ce que je dis est faux, mais au moins creusez la vôtre. Moi, j'ai creusé la mienne. Voilà. Eh bien, c'est un travail perpétuel, et il faut se déshabiller. Et même si les choses sont vraies, ce qu'on nous a dit, mais il faut quand même les creuser pour savoir si elles sont vraies. Mais c'est optimiste quand même à vous écouter, parce que finalement, on a l'impression des fois de pertes irrémédiables. La gestuelle, par exemple, des prêtres, en se disant, mais aujourd'hui, on les voit, ils ont une gestuelle, on a l'impression qu'ils sont non seulement plus dans l'acte, ils sont plus dans la parole, ils sont plus dans l'acte. Je ne sais pas s'ils croient encore une seconde à ce qu'ils sont en train de faire, mais il y a dans le geste, et on se dit, mais c'est perdu, c'est définitivement perdu. Et ce qui ressort aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à part quelques gestes de type satanique, qui révéleraient des connaissances un peu ésotériques, et vous nous dites tout à fait le contraire. Vous dites qu'on peut retrouver ce geste juste. C'est vrai, le frère Jean, dont on rappelle encore que c'est un moine orthodoxe dans un monastère dans les Cévennes, qui parle très bien de comment, avec son compagnon, prêtre lui aussi évidemment, il fait chanter la pierre, le taillage de la pierre. Donc, et là, on retrouve ce geste juste. Oui, parce que lui, par un dépouillement. Voilà, il a compris qu'il a créé une fondation d'artistes et d'artisans qui viennent former les gens qui viennent en retraite pour réapprendre le geste conscient. Réapprendre le geste conscient, il dit, quand on fait le jardin, c'est le début de la cuisine. La cuisine commence dans le jardin. Elle commence pas avec des légumes qu'on a achetés. Oui, mais il dit, si on sait pas faire le jardin, on saura pas faire la cuisine. Donc en fait, le tailleur de pierre, l'iconographie, etc. Tout ça, on réapprend le geste conscient. L'iconographie, si on n'est pas conscient, ça marche pas. C'est une cata. Donc, il réapprend le geste conscient, c'est-à-dire d'être dans le geste, d'être le geste, véritablement. Et à partir de là, on retrouve le jardinage, le paysan qui a genoux en terre. C'est vrai qu'on l'a corrompu, le paysan, avec les produits. On lui a dit, t'inquiète, maintenant c'est fini, t'as le gros tracteur, t'auras plein de chimie. Je critique pas le fait d'avoir des tracteurs, etc. Sauf qu'on a... c'est pas le problème. C'est qu'en même temps, on lui a vendu l'idée qu'il avait plus besoin d'être lié à la terre. Donc, c'est bon, t'es émancipé de la terre. Le paysan ne peut pas s'émanciper de la terre. C'est impossible. Et donc, à partir de là, on l'a coupé. Et on a coupé le paysan. Mais le genou en terre, qu'est-ce que ça révèle, justement? Parce que ça, c'est très symbolique. C'est le chemin de l'humilité. C'est le chemin de l'humilité. L'homme qui met genou en terre. C'est pour ça que ça a été considéré comme le métier le plus noble. Vous savez que dans le genou, il y a une couronne. Ben oui, bien sûr. Et oui, exactement. Et oui, c'est le lien. C'est le lien absolu. Voilà, exactement. Donc, il faut bien comprendre que tous ces gestes-là anciens, qu'on apprenait depuis qu'on est gosse, moi, j'ai appris mes parents, et je les remercie, et je n'ai pas fait pareil à mes enfants, et je le regrette, parce que je n'ai pas compris à l'époque. J'ai eu mes enfants assez jeunes, et en fait, mes parents, dès le début, on avait un petit jardin, tout petit, quand on était petit, on commençait à semer des radis. La magie de voir pousser les radis, c'est magique. Ça pousse tout seul. On a semé, et d'un seul coup, ça pousse, il y a des radis, des pommes de terre, etc. On avait un tout petit coin, puis notre mère, à un moment donné, nous disait, vous allez aller ramasser tes radis, et aujourd'hui, on va manger tes radis. C'est incroyable. Et on ne le fait plus, mais c'est les symboles d'enracinement. C'est des étapes d'enracinement. Et ça, et d'émerveillement, parce qu'il y a un émerveillement à la terre. Et moi, c'est des souvenirs absolument merveilleux. Il y avait la nichée de poussins, et il y avait un poussin qui m'appartenait, donc il avait un prénom, mon frère avait un poussin qui lui appartenait, etc. Ça ne nous empêchait pas de le manger un jour, mais on le vivait. Il avait un prénom, on allait le voir, etc. Voilà. Et tout ça, c'était des rituels, en fait, on ne s'en rendait pas compte. Mais c'est ça la haute tradition. Là, actuellement, ils se font très critiquer, les écoles steinériennes ou les émotions. Mais moi, j'ai un ami qui, pourtant, il était loin de tout ça, et c'est ses enfants qui sont en train de l'éduquer, parce que lui, il vient d'un milieu très écarté de tout ça, il a mis ses enfants dans une école steinérienne.
Il dit, il y a des poulets, ils vont ramasser les œufs, après il y a les petits poussins qui arrivent, et les gamins apprennent les vérités. Les vérités, parce que c'est ça. C'est se confronter à la vérité. Les œufs, oui, au supermarché, mais si on ne sait pas ce que c'est que des œufs et d'où ça vient, etc., enfin, voilà, et on finit par acheter des œufs de poulet en batterie. Voilà, les œufs, ils sortent d'une poule qui est malheureuse, qui est horrible, c'est une horreur, et en prison, c'est pas juste. Donc on ne peut pas acquérir l'inspiration en passant par là. C'est pas possible. Voilà. L'homme est inspiré. Et on a la possibilité d'être inspiré. Il n'y a pas de souci. Et tout le monde. Mais il y a des choix à faire. C'est pas facile en ville, mais au lieu de regarder des horreurs, regardez un bel arbre, il y en a. Allez dans un square où il y a des beaux arbres, et puis vous allez voir. Et puis en plus de ça, au bout d'un moment, on peut voir des choses. Voilà. On peut voir des choses magnifiques entre les arbres. Voilà. Mais vous dites la vérité. Dans l'émerveillement que vous aviez au début de cette émission sur ce qui va pousser, la vérité, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Et la vie, elle n'est pas moins là qu'il y a 1000 ans. Donc, elle est là, et comme elle est là, elle peut nous inspirer les justes gestes et les plus justes pensées. Donc, et on n'aura pas la même pensée tous, c'est normal, puisque on est tous différents. On va recevoir quelque chose de différent. Mais quand on voit la doxa aujourd'hui, on ne peut plus il y a des délits d'opinion, etc. On ne peut plus rien dire aussitôt. Oh là là, comment il pense, lui, etc. L'invisible, il est dans l'invisible, oh là là, mais il est fou, etc. Donc on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On voit tout ce qui se passe, et ça s'est accéléré ces 10 dernières années de façon absolument incroyable. Mais en fait, non, on ne peut pas. La haute tradition, c'est aussi la diversité de chaque être humain qui reçoit une inspiration différente. Mais c'est étonnant ce que vous me dites, puisque vous dites de ce monde, justement, qu'il n'est pas comme ça, mais il ne nous parle que de diversité en permanence. Ah oui, mais justement, les bienfaits de la diversité. Il est bien le contraire. Mais c'est ça le mensonge. C'est extraordinaire. On nous vend de la diversité alors que tout est fait pour l'inverse. Mais c'est extraordinaire. Donc, mais c'est justement, c'est les gens qui sont pas capables de le voir, c'est qu'il y a un sacré biais. C'est qu'ils sont véritablement à l'extérieur d'eux. Ils ont qu'à aller s'asseoir en forêt tranquillement de temps en temps, et puis la forêt, elle est vraie. Et ils vont découvrir tout doucement. C'est quand même incroyable, l'information. Quand vous avez le goût, vous avez mangé toujours des vrais légumes, pas toujours, mais vous vous remettez à manger des vrais légumes, etc. Au bout d'un moment, vous n'allez plus aimer le sucre. Tout doucement, vous allez dire « Ah, ça m'écoeure, c'est n'importe quoi ce truc-là ». Parce que, en fait, on n'est pas fait pour manger des trucs très sucrés. Un peu, pourquoi pas, mais il ne faut pas exagérer. Et il faut acquérir le goût, il ne faut pas que le sucre masque le goût, soit un décor. Eh bien, l'information, c'est la même chose. Si vous avez la lucidité dans le goût, tout doucement, vous allez avoir la lucidité et vous allez sentir le message arrière. Il y a la forme de l'information, mais il y a le fond. Et tout d'un coup, tout doucement, ça va être... Il y a une lucidité qui arrive. Vous allez voir le fond qui est derrière. Et donc, ça sent le perroquet. Il y a des télés aujourd'hui, ou des radios, où le type qui parle, vous savez que c'est un perroquet. Il répète ce qu'on lui a dit de répéter. Et il prend ça comme une vérité, parce que lui aussi, il est pris dans le mensonge global. Voilà. Et il y a des gens qui ne peuvent pas écouter ça. Ils ont la lucidité suffisante pour dire ça c'est du blabla. Voilà. Mais parce qu'il y a un côté univoque. Par exemple, pour revenir sur la dégustation du vin, quand on analyse, quand on déguste le vin, c'est qu'on a toujours cette impression que ce vin, ou que l'autre d'ailleurs, qui est en face de vous, a des informations à vous donner qui vont le révéler, lui, tel qu'il est. Et vous nous dites finalement qu'avec le vin, et ce pourrait être aussi pareil avec les hommes, avec les vrais hommes finalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le vin va nous révéler, nous, il va nous donner des informations sur nous, au moins autant que sur lui. Exactement. Comment on peut saisir ça ? Eh ben, en fait, à partir du moment où vous avez
vous percevez un vin qui va vous mettre en état d'extase, d'enstase. D'un seul coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Marc Pétier en parle très très bien dans son livre Général Marc Pétier, oui. L'héritage, son premier livre, c'est La mémoire du vin. Mémoire du vin, c'est ça. Mémoire du vin, où il raconte cette enstase qu'il va vivre avec ses copains de Saint-Cyr, dans ce restaurant, où il va choisir un pommard avec un pommard Hypno 69 avec un lièvre. Et il a une très belle phrase, je ne sais plus ce qu'il dit, mais et après il raconte quelque chose qui est très, qui dépasse le goût. Il va vivre une ivresse incroyable et il la raconte merveilleusement bien. Et je pense que c'est ça, c'est que quand on découvre cet état-là, on découvre quelque chose de soi qu'on ne connaît pas. C'est comment dire, un état de soi qu'on ne connaît pas. Et on a envie de le retrouver, évidemment. Et c'est pas en buvant 3 litres. Parce que ça marche pas. Ça marche pas. Ça peut être une lampée. Ça peut être une lampée. Ou ça peut être rien qu'au nez. Et au nez, sur un vin de 13 degrés, quand on met le nez dessus, les molécules d'alcool, elles passent pas par le nez. Donc, oui, au bout d'un moment. Mais je dis aux gens, l'ivresse, vous venez de l'avoir, et vous n'avez pas encore bu. Ce qui signifie que la boucle se boucle, ce qui signifie que justement, quand le vin vous révèle, et s'il n'a rien à vous dire, c'est que vous-même, vous n'avez rien à dire. Rien à dire. Et peut-être que c'est le vin, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est les deux. Voilà. Mais c'est vraiment... et c'est pour ça que la confrontation dans une tablée, où il y a des gens qui sont sensibles, qui sont ouverts et qui vont vivre quelque chose, et puis quelqu'un qui se retrouve... Et ça m'est arrivé, un professionnel qui était venu à un atelier sans dire qu'il était professionnel, parce qu'on lui avait dit que je faisais des trucs bizarres, et donc il était venu voir. Donc il s'était inscrit, moi je ne connaissais pas son nom, donc je ne savais pas. Mais il s'est retrouvé dans une drôle de situation. Il s'est retrouvé avec une fille qui avait 26 ou 27 ans, qui était ostéopathe, qui faisait du yoga. C'est son maître yogi qui lui avait dit de venir à un atelier. Lui-même était venu à un atelier, s'est mis à boire du vin ce soir-là, en disant j'ai vécu un massage intérieur. Voilà. Et donc il a dit à ses élèves, il faut absolument aller faire un atelier à Philovino, dans la cave de Brugno-Cugnot. Cette fille de 26 ans, tout d'un coup, nous libère un délire alchimique, comme dit Frère Jean, l'expression de Frère Jean, incroyable. C'était... Et après, elle avait honte. Parce qu'après l'atelier, elle est venue me voir en disant « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » En fait, ça la dépassait totalement. Et lui, il était un peu bouleversé parce que lui, il était en train d'essayer de déguster, puis bon, il trouvait les saveurs, machin, etc. Puis d'un seul coup, il lui dit « Mais comment tu parles du vin, toi ?» Il n'avait jamais entendu ça. C'était d'une beauté incroyable, d'une poésie, et c'était tellement elle. Voilà. Ça l'avait révélé. Voilà. Et après, elle avait révélé à elle-même, puisqu'elle voilà. elle avait presque honte, comme une personne qui, d'un seul coup, qui se met à danser, qui n'a jamais bien dansé, puis d'un seul coup, pris dans l'ambiance, elle se met à danser, puis d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle est dépassée, qu'elle danse vraiment. Et puis après, elle a un peu honte, elle se dit, je me suis laissée aller, un peu froide comme ça. Et la fille, c'était un peu ça, elle dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je dis, mais non, c'était magnifique, on a profité, on a tous. Et moi, quand c'est comme ça, je pousse la personne jusqu'au bout. Voilà. Que d'émotions. Voilà. La connaissance, c'est de l'émotion. La connaissance, c'est de l'émotion. Voilà. Et cette émission va se terminer. On vient de passer 2 heures ensemble sur ce nouveau format. Vous avez aimé le monde réel? J'ai adoré. Super. J'ai peut-être beaucoup parlé quand même. Peut-être trop. Non, pas du tout. On se retrouve rapidement, prochainement, j'espère bien. Et on rappelle, puisque c'est l'année, ça fait 1 an que cette revue de géopolitique profonde existe. On fête une année, donc un numéro 12, puisque c'est un mensuel. On ne peut que rappeler à ceux qui nous suivent de la nécessité de souscrire justement à cette revue. Belle qualité, on l'a dit en début d'émission, on le redira à chaque émission, souscrivez à Géopolitique Profonde. Merci Bruno Cugnot de ces 2 heures passées ensemble, de cette communion. Merci à vous, chers internautes, et à très rapidement. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé.
Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.